C'est Yves. Donc, j'ai 68 ans. Ah, 68 Et ans. donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'âge de 14 ans. 14 ans. Oui, 14 ans. C'est trop tôt. Oui, mais parce que j'étais pas doué pour les études. Ah, d'accord. Et donc, déjà, j'ai eu des défis, enfin des problèmes aussi. J'ai eu un accident à l'œil droit. J'ai perdu un œil parce que j'ai fait des bêtises en étant enfant. C'est-à-dire qu'avec des copains, on se jetait des cailloux. J'ai reçu un caillou dans l'œil, j'ai perdu un œil. Et donc, ça m'a causé pas mal de difficultés au niveau de mes études. C'est-à-dire que à mon âge, c'est-à-dire les études, ça allait jusqu'à 14 ans. On passait le certificat d'études. Et après, on pouvait, si on était doué, on pouvait continuer nos études pour aller passer le bac et puis aller plus loin. Moi, j'étais pas très doué parce que j'ai eu beaucoup de retard suite à mon accident. Et donc, j'ai passé mon certificat d'études. Et ensuite, je suis rentré chez un patron, un employeur, un artisan pour faire mon apprentissage. Et puis, l'apprentissage, après ça... J'ai continué ma carrière professionnelle. Mais j'ai évolué dans ma carrière, c'est-à-dire que malgré tout, pas très doué dans les études, j'ai pu quand même évoluer dans ma carrière professionnelle jusqu'à l'âge de 66 ans que j'ai parti. Et donc j'ai pu bénéficier aussi, pour en revenir un petit peu, normalement c'était 60 ans ou 65 ans l'âge de la retraite, mais comme j'avais commencé très tôt, j'ai pu pouvoir partir beaucoup plus tôt à la retraite. C'est vrai, oui. Ah, d'accord. C'est-à-dire, vous travaillez pour combien des années? J'ai pareil 44 ans. 44 ans. 34 ans. C'est... En fait, c'est en quelle usine c'est Alors j'ai commencé ma vie professionnelle chez un artisan qui était électricien, c'est-à-dire électricien pour le bâtiment. D'accord. Et donc ça n'a pas tenu, donc mon patron, j'ai fait un an chez lui et après j'ai fait plusieurs travails, c'est-à-dire des petits travaux. Et puis après j'ai commencé vraiment dans ma profession, j'étais dans les années 72, j'ai rentré dans une grosse entreprise. Et donc là, avec l'aide de l'entreprise, j'ai pu passer un CAP d'ajusteur mécanicien dans la mécanique. Et donc là, j'ai évolué dans ma carrière. Ah, d'accord. Mais entre de l'âge de 14 ans jusqu'à 18-19 ans, c'était des petits travaux. Je faisais des usines parce que je ne trouvais pas ma place. Et puis donc avec mon problème de vision, je ne pouvais pas rentrer dans l'administration. Ça m'avait bloqué beaucoup cet handicap. Mais après, j'ai rentré dans une société qui était assez importante, qui était multinationale, c'est-à-dire c'était dans la plasturgie. On fabriquait pour l'automobile, les tableaux de bord, enfin tout ce qui est dans l'automobile. Plus cette entreprise était diversifiée, on faisait aussi, vous savez, la récupération des déchets, les poubelles. Les poubelles en plastique, si vous voyez les grosses poubelles en plastique à roulettes, c'était dans cette entreprise. Alors, comme elle était bien diversifiée, ils ont vendu ces poubelles un petit peu partout dans le monde. Et donc maintenant, on voit beaucoup de pour la récupération des déchets. Et puis moi, j'étais dans cette entreprise, alors j'ai commencé au bas de l'échelle, c'est-à-dire j'étais sur des presses, la presse à injecter, enfin pour la matière plastique. Et donc, je travaillais en 3-8. Matin, on avait il y avait 3 équipes, le matin, l'après-midi et la nuit. Ah, d'accord. Et donc j'ai commencé pendant 2 ans sur une presse, et puis après j'ai eu envie, je voulais évoluer, c'est-à-dire que j'étais manuel, quoi. J'étais manuel, mais c'est-à-dire j'étais ce qu'on appelle le bas de l'échelle, quoi, c'est-à-dire ouvrier simple, quoi. Et donc moi comme je voulais évoluer, puis jamais la mécanique, jamais ça, et donc avec l'aide de l'entreprise, ils m'ont envoyé faire un stage. J'ai passé un CAP d'ajusteur mécanicien. Et puis après, j'ai rentré dans un service où je m'occupais de tous les outillages qui rentraient, qu'on mettait sur les presses, c'est-à-dire les moules. Les presses, c'est... Les presses à injecter.
Ah, d'accord, je comprends. Des grosses presses, hein, Ouais. où vous sortez, vous savez, tiens, je sais pas moi, les, voilà, enfin tous les ustensiles en plastique. Ah, ouais. Mais là, c'était surtout pour l'automobile, hein. Moi, je travaillais surtout pour l'automobile. Il y avait un département, ce qu'on appelle un département, un service qui s'occupait de tout ce qui était service. Service, c'était toutes les poubelles, enfin tout ce qui est rentré pour pour la collecte des ordures. Ah, d'accord. Mais moi, j'étais spécialisé dans les outillages qui rentraient dans la plasturgie pour les équipements automobiles. Tout ce que vous voyez, les tableaux de bord, enfin tous les équipements, voilà, j'étais là. Alors donc, j'ai rentré là. Après, j'ai évolué aussi. J'ai été au service technique. Le service technique, ça m'a... il fallait que j'aille faire des déplacements. Alors, j'allais en Espagne, j'allais au Portugal, j'allais... Pour s'occuper, pour le suivi des outillages qui rentraient. C'était la formation? Peut-être quand vous étiez en plusieurs pays, c'est pour faire la formation? Non, c'était pour faire, c'est-à-dire que l'entreprise où j'étais, D'accord. il donnait il donnait à des fabricants d'outillage D'accord. à l'étranger, hein, parce que la main-d'œuvre était moins chère. Donc l'outillage était mauvais, mais il fallait faire un suivi, c'est-à-dire qu'il envoyait pour voir un petit peu avec le cahier des charges de l'entreprise, pour savoir si les outillages qu'on donnait à fabriquer étaient étaient bien conformes. Ah, Ah, d'accord. 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 En fait, c'était ici à Besançon, l'entreprise que vous Non, avez l'entreprise, elle était en Haute-Marne. Je ne sais pas si vous connaissez Haute-Marne. C'est un petit département qui se trouve à 150 km d'ici. C'est une petite ville qui s'appelle Langres. Ah, Langres, alors c'est joli parce que Langres, enfin pour une petite parenthèse, c'est entouré un petit peu comme Besançon d'une ceinture de Vauban, enfin pas Vauban, c'est toute une petite enfin comment on pourrait dire, une petite citadelle. ah, C'est d'accord. comme les doux, Voilà, c'est tout entouré de remparts, c'est très joli, hein. Si un jour vous avez l'occasion, c'est à 150 km, même pas 150, 120 km d'ici, c'est joli, hein. C'est En joli. fait, c'est vers le nord Non, vers- en vers- redescendant plus sur le sud. Ah, On d'accord. remonte pas sur Belfort, on redescend sur... Oh, ok. Donc, vous faites aller-retour ou vous restez là-bas? Non, parce que je suis originaire de la ville de Langres. Ah, Je suis d'accord. né là-bas. Et puis après, donc, quand j'ai connu ma femme, et donc, qui était un petit peu sur Besançon, donc moi, j'ai quitté mon travail à Langres pour rentrer dans une nouvelle société à Besançon, ça fait 30 ans qu'on est ici sur Besançon. Ah, Voilà. d'accord. Je ne suis pas resté toujours dans la même entreprise. Ah, d'accord. Pourquoi vous êtes... Parce que quand on a connu ma femme, donc ma femme était divorcée et donc elle avait pas là de travail et puis ses parents habitaient Besançon et donc on est revenu sur Besançon. C'est ça que ça a été. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas si difficile pour changer comment dire, une entreprise à notre entreprise. Non, parce que c'était dans la même configuration, hein. C'est-à-dire j'étais toujours dans le même métier. Toujours dans le même métier. C'était de la plasturgie, mais de la pièce automobile, je suis retombé dans le plus petit, c'est-à-dire la connectique. On fabriquait des petits connecteurs qui rentrent dans la conception des téléphones, des ordinateurs. D'accord. Je vais vous montrer ce que c'était un petit peu le produit que je faisais. Tiens, on a un cagambo. Vous voyez, c'est ça. Ce que vous... Ce que je fabriquais à Besançon, quand j'ai quitté Langres, la grosse plasturgie où on fabriquait pour l'automobile, je suis rentré dans c'est des systèmes, vous voyez, c'est des petits connecteurs. Ça rentre dans la conception des ordinateurs, ça. Alors, vous voyez, c'est tout un... Voilà, ce qu'on appelle des connecteurs. Vous voyez, c'est des petites broches.
Et puis ça, c'est tout un branchement. Et puis après, ça rentre dans... Pour relier, vous savez, les plaques électroniques, les plaques électroniques qui vont dans les ordinateurs. Alors, moi, j'ai été à la fabrication de tout ce qui était matière plastique, là. Puis ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un chemin de câble. C'est des fils électriques, c'est des fils électriques, hein. Voilà, des tout petits fils électriques. D'accord, c'est-à-dire que c'est vous qui avez inventé ça, non? Ou Non. Vous avez fabriqué ça? Oui, c'est moi. Oui, moi j'étais responsable de cette fabrication-là. C'est moi qui m'occupais des outillages, parce que c'était des tout petits moules, ce qu'on appelle le moule. Hein. C'était des tout petits moules avec beaucoup plus, parce que c'était assez complexe, hein, beaucoup de pièces mécaniques Oui, pour ça se voit, fabriquer. ouais. Alors, c'est vraiment compliqué. Hein, quand Oui, et donc vous voyez, c'est des petites broches, des petites broches là qui sont recouvertes d'or. C'est le vrai d'or. Oui, c'est infime. Hein. C'est pour avoir un très très bon contact entre. Vous voyez, d'accord. Mais c'est plaqué. Enfin, moi, je m'en occupais pas. Alors, il y avait dans l'entreprise où je travaillais, ici à Besançon, c'était toute la connectique. C'est-à-dire que moi, j'étais responsable de la fabrication de tout ce qui est la matière plastique. Et il y avait un autre service où c'était les petites broches là qui fabriquaient. Et après, une fois que le corps en plastique était fabriqué, eh ben ça passait à l'assemblage. Ce qu'on a à l'assemblage, c'était pour insérer ces petites broches. Enfin, c'est tout un concept. C'est des machines automatiques qui viennent insérer les broches. Et donc, les broches étaient fabriquées aussi dans l'entreprise où je travaillais. Et c'était recouvert d'or. Mais une fine, hein, c'était vraiment minime. Hein. Il faut avoir un très très bon contact. Il faut la précision, je crois. D'accord. C'est trop petit, franchement. C'est-à-dire qu'une équipe ne fait pas tous. Une équipe fait une petite chose, Voilà, et on met ensemble à oui, la fin. séparément. Alors, moi, la fabrication commençait comme ça. C'était la matière plastique. Après, il y avait un autre département, enfin dans l'entreprise, département, un autre service qui fabriquait tout ce qui est métallique, toutes les petites broches recouvertes d'or. Et après, c'est un autre service qui assemblait ces broches sur la matière plastique. D'accord. Moi, c'est la première fois qu'on... Le nom, ça c'est Quickie d'or. Oui, parce que quand je suis parti en retraite, ils m'ont offert ça, c'est-à-dire un petit cadeau. C'était moi qui étais, vous voyez, c'était. Et ce produit-là, ça s'appelait le Quickie. C'était le nom de ce produit. Ah, d'accord, le Quickie. Oh, d'accord. En fait, ça coûte cher pour refaire ça, en fait, les matériaux. Enfin, l'ensemble coûte très cher quand même, parce que, vous voyez, la fabrication, bon, là, c'est encore pas trop la matière, mais c'est au niveau de toutes ces petites broches recouvertes d'or, ça demande beaucoup quand même de manutention, enfin, c'est-à-dire de... D'accord. Mais il y a encore des beaucoup plus petits, hein, des tout petits qui rentrent dans la conception des téléphones, des téléphones portables. Vous voyez, ce qui relie la batterie à la carte électronique, c'est des tout petits connecteurs. Ça, c'est déjà du gros, hein, c'est déjà du... Mais après, ça devient de plus en plus petit. C'est cool. J'ai jamais vu cette roue-là. C'est la première fois. Mais quand vous reviendrez, je regarderai parce que j'en ai certainement dans mes placards, là, j'en avais plusieurs de produits comme ça. Je vous en montrerai. D'accord. Ça c'est le métal, n'est-ce pas? Oui, c'est des petites, des petites broches métalliques. Hein. Alors une fois que le corps plastique est fabriqué, alors et ensuite ce produit-là, le produit plastique, il passe dans une machine et c'est toute une machine automatique qui vient insérer ces petites broches. D'accord. Et normalement, pour un jour,
votre équipe faisait De, combien de produits, Oui. C'est beaucoup. Aussi, c'était à peu près, je sais pas, de 3 000, à peu près de 3 000. Hein. 2-3 000. Oui, oui, oh oui, même plus que ça dépendait, mais ça dépendait de la complexité du produit. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est peut-être quelqu'un qui perçoit les trous. Ah, d'accord. Mais c'était assez complexe, hein, c'est-à-dire suivant la longueur du produit, parce qu'il y en avait des petits, des grands, et puis c'est suivant la longueur, hein, c'est-à-dire... Ah, d'accord. Mais il faut faire avec la machine, n'est-ce pas ça? Oui. On ne peut pas faire Avec les mains. la main, non. Ah ben, il y avait certains produits, ma femme, c'est ce qu'elle faisait. Ah. Ma femme faisait, au début, quand elle est rentrée dans la société, on travaillait tous les deux. Je parle de Besançon, hein, parce qu'à Langres, c'est-à-dire à Langres, ça a été de 1970 à 1984. J'ai travaillé sur Langres. Et donc, après, je suis venu ici, à Besançon. C'était une entreprise, je sais pas, pour vous expliquer un petit peu la taille de l'entreprise qui était sur Besançon, on va parler de Besançon. C'était Dupont de Nemours. Dupont de Nemours, c'était un Américain. Dupont de Nemours. Dupont de Nemours, c'était un chimiste. Alors, c'est une multinationale. C'est un chimiste qui fabrique beaucoup de pesticides, vous savez, pour les engrais, tout ça. Il était spécialisé aussi pour ces produits qui rentrent pour les agriculteurs, vous savez, pour les pesticides, enfin, c'est pour l'agriculture, produits chimiques, et ils ont voulu se diversifier, c'est-à-dire, il avait racheté une société qui était hollandaise, qui fabriquait des connecteurs. Voilà, ce qu'on appelle le connecteur, c'est ça, c'est ces produits-là. Et donc, moi, j'ai commencé chez Dupont de Nemours, et Dupont de Nemours a vendu ce département-là. Pour après, on a été, on a changé beaucoup de propriétaires, c'est-à-dire c'était ce qu'on appelle les fonds de pension américains qui rachetaient, vous savez, les fonds de pension américains, vous savez, c'est la bourse américaine. Ils rachètent des sociétés, ils les gardent 3 ans et ils revendent. Alors on a changé 4 fois de patron, quoi, c'est-à-dire... Ah, d'accord. C'est pas, comment on dit, c'est pas... Comment on dit pénible? Non, c'est pas pénible. Oui, pour changer. Oui, c'est pénible patron. parce que vous savez, quand vous changez de patron, il peut y avoir ce qu'on appelle des plans sociaux. C'est-à-dire, il peut y avoir des licenciements. Et à chaque fois que ça changeait, un patron qui rachète une société, bien souvent, il veut moderniser, mais au détriment des fois des ouvriers, quoi. C'est-à-dire, chaque patron a son règle. C'est-à-dire comme ça, comme par exemple, s'il y a de nouveaux patrons qui arrivent dans une entreprise, il va changer tout. Oui, il garde la fabrication, il garde sa fabrication, mais il change, mettons, les méthodes de travail. C'est-à-dire les méthodes de management aussi, enfin le management, c'est-à-dire les patrons, les dirigeants, tout ce qui fait partie du cadre de la société. Et donc là, bien souvent, on limite un petit peu, on veut gagner beaucoup plus d'argent, donc au détriment des fois des ouvriers. D'accord. On modernise, des fois moderniser, ou des fois la société qui rachète, bien souvent, ils ont déjà beaucoup d'usines qui fabriquent ce même produit. Et donc, ils veulent alléger un petit peu un service à un autre, au détriment de c'est pas facile. D'accord. En fait, ici à Boston, il y a combien de l'usine qui fabrique les connecteurs? En France, en France. Oh, on compte une dizaine. Une dizaine. Mais il y en a de moins en moins maintenant, parce que vous savez, ce qu'on appelle la concurrence. Ah ouais, Oui. C'est-à-dire que alors, il y en a de moins en moins sur la France ici. La société qui est ça s'appelle plus Dupont de Nemours, maintenant c'est FCI, qui se trouve sur la zone Lafayette. Je ne sais pas si vous voyez la piscine, la piscine, la zone Lafayette. La piscine. Non, moi non. Enfin, cette entreprise se trouve là. C'est FCI et c'est toujours américain.
Le grand patron est américain. Et donc, il a deux usines en France. Et puis, dans le monde entier, il y en a une à Singapour, il y en a une à Hong Kong, il y en a en Inde, il y en a... Vous voyez, c'est mondial, quoi. C'est mondial. Mais autrement, il y a beaucoup plus d'entreprises en France qui font ce produit, enfin des produits pas identiques, mais dans la connectique. Il y en a qui sont spécialisés pour l'automobile, puisque dans l'automobile, pour les téléphones, mais des fois c'est des petites entreprises qui font ça. Des entreprises qui sont de 150 ouvriers. Dans l'entreprise où je suis, c'est 350 personnes. Pas beaucoup. Mais il y a des femmes qui travaillent là-bas? Oui, beaucoup. Oh, beaucoup. Ah. D'accord. Prenez votre thé. En fait, je crois que l'année dernière, je suis allé dans une exposition. Donc, c'est une exposition qui parlait de l'usine chez Peugeot, ici à Besançon. En fait, ils ont expliqué comment la vie à l'usine chez Peugeot. C'est-à-dire les ouvriers qui travaillent là-bas n'ont pas assez la pause. C'est-à-dire ils prennent une pause environ 30 minutes et après ils continuent à travailler. Est-ce que c'est pareil avec l'entreprise ou l'usine que vous travaillez? Non, c'était une entreprise. Déjà, vous savez, dans les entreprises en France, il y a des petites structures, des petites usines, où ils sont une quinzaine d'ouvriers. Quand il fait chaud en été, quand il fait froid en hiver, ils ont froid. En été, ils ont trop chaud parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, le confort des entreprises comme on était. Nous, il y avait la climatisation. Alors, on était bien parce que qu'on faisait ça, c'était des presses. Les presses, ça chauffait, il y avait une température. Mais avec la climatisation, on était bien. D'accord, vous étiez confortable avec le travail? Oui, très confortable. Alors, donc, c'est vrai que chez Peugeot, c'est différent parce que c'est ce qu'on appelle le travail à la chaîne. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme un tapis roulant. Il y a une partie de l'automobile qui est là, puis le gars, il fait que de serrer tel boulon. Enfin, c'est toujours les mêmes gestes. Nous, c'était différent. On prenait un jour telle pièce. C'était pas du tout pareil. C'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on avait quand même un programme à faire, c'est-à-dire moi je m'occupais de ce produit. Alors le produit, vous voyez, il y a plusieurs petites pièces, il y a ça, vous voyez, c'est une petite pièce là, ça fait une partie du connecteur. Alors il y a ça, donc pour fabriquer ça, c'est un outil. Pour fabriquer ça, c'est un autre outil. Pour fabriquer le corps, là, c'est un autre outil. Alors donc, moi, j'étais responsable de tous ces outils qu'on montait sur presse. Mais c'était différent. Alors donc, pour faire ça, moi, j'avais, on me disait, il faut, mettons, 3000 pièces, 4000 pièces, 5000 pièces. Donc, c'était... Mais vous voyez, c'était... comment dire, j'avais ça à faire. Pour 3000 pièces, mais il fallait que je m'occupe de l'outillage, qu'il soit bien préparé. Je le montais sur la machine, sur la presse, et puis c'est moi qui m'occupais des premiers contrôles. Et puis après, donc dans la journée, si les 3000 pièces étaient faites, il fallait rechanger, c'est-à-dire pour un connecteur qui soit moins grand. Vous voyez, là, il fait, je ne sais plus combien il y a de parties, mais il y avait des connecteurs qui étaient beaucoup moins longs. D'accord. C'était différent que chez Peugeot. Chez Peugeot... Oui, je crois que c'est pareil comme l'usine. Malgré que maintenant, chez Peugeot, ça s'est bien amélioré par rapport à... il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Une trentaine d'années, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas les machines qui sont maintenant pour soulager, c'est-à-dire, vous voyez, maintenant, pour monter un pare-brise, c'est presque les robots, ils l'ont juste à accompagner. Oui, parce que vous savez, chez Peugeot, c'est une entreprise qui est assez connue, qui est assez mondiale. Bon, je pense que les ouvriers qui travaillent, je crois que
C'est mon première impression. Oui. Bon, je me suis dit que chez Peugeot, c'est une entreprise très connue, donc les ouvriers n'ont pas assez de difficultés pour travailler. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Stress. En fait, les ouvriers travaillent toute la journée, mais il a que 3 minutes pour faire Oui, la pause. pour Voilà, la pause, c'est un peu dommage quand j'ai entendu ce fait-là, ouais. Oui, c'est vrai que, vous savez, quand vous êtes sur des machines, s'il y a la personne qui veut aller aux toilettes tout sans santé, il faut quelqu'un qui la remplace. Parce que la machine ne peut pas s'arrêter. Oui. Alors, donc, et c'est vrai que... Et puis la pause, mettons, pour le déjeuner à midi, vous avez droit à une demi-heure, pas plus, ou 1 heure. D'accord. En général, c'est comme ça. Nous, c'était encore assez... On avait là... pour le restaurant, et on avait un restaurant, c'était ce qu'on appelle la cantine, hein, là. Mais c'était vraiment bien, on avait droit à 1 heure de pause, mais donc le restaurant était dans l'entreprise, donc c'était quand même... non, c'était une très très bonne entreprise. Hein. Ah, d'accord. Vous commencez à travailler à quelle heure? Alors moi, je commençais, comme je travaillais en équipe, je commençais l'équipe du matin. Le matin, c'était 7 heures jusqu'à 15 heures. 15 heures, ah, d'accord. L'équipe d'après-midi, c'était 15 heures, 23 heures. Et l'équipe de nuit, c'était de 23 heures à 7 heures le matin. Ah, d'accord. Alors, c'était l'équipe de nuit qui était très difficile. Oui. Oui. Très dur. Très dur, oui. Très, très dur. Alors, à la fin de ma carrière, c'est-à-dire que là, je travaillais plus que le matin et l'après-midi. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes de travail qui est plus jeune qui s'occupent du travail la nuit, n'est-ce pas? Mais nous, c'était... Maintenant, ce qu'ils ont fait, enfin, d'après ce que j'ai entendu dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont fait une équipe que de nuit. Des volontaires qui font que la nuit. Tous les jours? Tous les jours, il faut que la nuit. Alors, il y a un roulement quand même, ils le font quand même... C'est-à-dire que les gens qui travaillent de nuit, ils n'ont plus tellement le contact avec l'entreprise, c'est-à-dire avec les responsables de l'entreprise, avec le chef de service, avec leur chef. Ils travaillent eux-mêmes. Alors donc, bon, bien sûr, il y a un responsable quand même, il y a un chef qui est là, mais c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu, les gens qui font que des nuits sont un petit peu déconnectés par rapport aux gens qui travaillent la journée. Vous voyez, c'est un monde différent à la nuit. Mais c'est dur, c'est très dur. Mais ils font le même travail ou ils s'occupent, comme on dit, comme peut-être le travail qui est plus léger? Non, c'est pareil. Oui, c'est exactement pareil. Ah, d'accord. En fait, il y a des comparaisons. Il y a des 3 parties. On travaille pendant le matin, l'après-midi et pendant la nuit. En fait, les personnes qui travaillent pendant la nuit, est-ce qu'ils reçoivent beaucoup de salaires que les autres? Oui, ils ont un salaire un peu plus élevé. Le personnel en journée, ce qu'on appelait le personnel en journée, ils n'ont pas de prime d'équipe. C'est quoi la prime d'équipe? Une prime d'équipe. Alors la prime d'équipe, ça consiste, c'est-à-dire que c'est un peu normal parce que c'est-à-dire qu'ils sont décollés, la vie de famille est bousculée. C'est-à-dire que la personne qui travaille de journée, mettons si dans le couple, pour les enfants, le papa puis la maman, ils sont toujours là le soir. Que la personne qui travaille en équipe, la maman se retrouve toute seule le soir, puisque l'équipe d'après-midi, c'est de 15h à 23h. Il faut quand même quelqu'un qui s'occupe des enfants, donc c'est pénible. Alors, donc, pour le personnel qui travaille en équipe, ils ont une prime d'équipe. C'est une prime de 3 à 8, et la personne qui travaille que de nuit, la prime est un petit peu plus élevée. D'accord. En plus il y a le salaire et la prime d'équipe qui se greffe à son salaire. D'accord. Est-ce que vous avez déjà tenté de travailler pendant la nuit? C'est juste que vous voulez travailler pendant le matin ou l'après-midi? Non, c'était difficile. Enfin, oui, il y a des gens, des jeunes qui font leur maison, qui construisent. Et donc, s'ils travaillent d'après-midi, qui commencent à 15h, le matin, ils travaillent, ils bricolent dans la maison, ils travaillent. Et il y en a maintenant, c'est vrai qui ont des petits salaires. Des petits salaires.
Donc, ben, il y en a qui font un double emploi. Double emploi. C'est-à-dire que le matin, vous voyez, ils travaillent. Oui, oui. Ah, d'accord, je comprends. Ils vont faire des petits travaux, hein, c'est-à-dire avec une entreprise où il arrive à faire. C'est comme les retraités aujourd'hui, il y a des gens qui ont des toutes petites retraites. Quand ils arrivent à l'âge de la retraite, ils retravaillent. Bon, c'est des travails. Pas le même travail que quand il était en activité, mais c'est un travail un petit peu plus léger. Ils vont faire aussi bien un petit peu de bricolage, un petit peu pour faire un complément à leur retraite. Mais il y en a, oui, qui travaillaient en 3-8, ils travaillaient. Hein, ils travaillaient. Celui qui fait que des nuits, il y en a qui, bon, peut-être pas, quand ils sortent du travail à 7 h le matin, ils vont dormir jusqu'à 12 h à peu près. Et puis ben, l'après-midi, ils vont travailler. Hein. Travailler dans leur maison ou travailler ailleurs. Oui. Ah, d'accord. Mais enfin, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je sais que quand je faisais les nuits, je ne dormais pas. Non, c'est vrai. Parce que quand vous quittez à 7 h le matin, vous venez vous coucher, c'était difficile parce que c'est là que normalement... C'est là qu'on se réveille normalement, c'est là qu'on se lève. Ouais, c'est ça. Et donc, moi j'avais le sommeil très très léger, donc à midi, j'étais déjà levé, quoi. Alors la nuit, c'était très très difficile. Hein. La nuit, vers les 5 h du matin, c'était pénible. Bon, est-ce que parce que vous commencez le travail plutôt, vous avez commencé quand vous aviez 14 ans, non? Oui. Donc, est-ce que par rapport aux salaires qu'avant ou aujourd'hui, est-ce qu'il y a des augmentations ou c'est juste un peu pareil les salaires aujourd'hui, on pourrait dire ça n'augmente pas, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans, bon, c'était en apprentissage, je touchais pas grand chose, hein. J'étais chez mes parents, et donc l'apprentissage, on avait un tout petit salaire, c'était même pas un salaire, mais bon, c'était quelque chose, parce que l'apprentissage, à l'âge de 14 ans, c'était 3 ans. Puis au bout des 3 ans, on passait à un CAP, c'est-à-dire c'était le CAP, c'était un diplôme, comme un diplôme de fin de formation professionnelle. Voilà. Et donc, après, vous rentriez dans la catégorie des ouvriers spécialisés. Et puis là, donc, et c'est vrai que à 14 ans, 18 ans, dans les années 70, là, il y avait une progression des salaires. Et puis là, il y avait beaucoup de travail. D'accord. Par contre, quand on est arrivé, il y a eu la crise pétrolière en 73. Là, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont licencié. Il y a eu des licenciements terribles. Mais là, moi, comme j'étais dans une bonne entreprise, quand j'étais à Langres, en Haute-Marne, là, c'était une entreprise qui était très, très connue et qui était vraiment spécialisée. Donc, il n'y a pas eu de licenciement. Et donc, puis on pouvait progresser. Les jeunes qui arrivaient, qui n'avaient pas beaucoup de diplômes, parce que maintenant il faut des diplômes, il faut être ingénieur, il faut être vraiment, il faut avoir des diplômes maintenant. À part maintenant, bon, c'est vrai que celui qui est mécanicien, mais qui a qu'un CAP, c'est difficile de progresser maintenant, c'est très très difficile. Et puis les salaires, c'est vrai que les salaires ont beaucoup augmenté. Moi, depuis, quand j'ai commencé vraiment à gagner ma vie à l'âge de 18 ans, là, puis après ça montait. Mais que maintenant, aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, le salaire, le SMIC, ce qu'on appelle le SMIC, ça doit être à 1200 net à peu près. Mais c'est quand même difficile parce que le jeune qui a un CAP, il rentre, il n'a pas de format, c'est-à-dire il n'a pas d'expérience dans le travail. Et donc, il débute au salaire minimum. Salaire minimum 1200 € net. S'il a besoin d'une voiture pour aller au travail, s'il a son petit appartement, son petit logement, c'est difficile. Hein, oui. Ah, d'accord. Parce que ça coûte l'argent aussi, tout ça. Oui, beaucoup. Hein. C'est vrai que la vie... Nous, on ne veut pas trop se plaindre parce que
comme j'avais débuté, j'ai fait plus de 40 ans de travail. La retraite, bon, j'ai toujours versé. Mais regardez aujourd'hui les jeunes, c'est vrai que quand vous faites des études, vous allez sortir, vous allez commencer à travailler peut-être à 25 ans. Oui. 25 ans pour aller jusqu'à 65 ans maintenant, Ouais, si vous voulez avoir une retraite. Et puis maintenant, c'est vrai que on a eu une époque qui était, enfin je veux dire par là, c'était dur parce on travaillait beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'on commençait le lundi, quand j'ai commencé à travailler, le lundi jusqu'au samedi. Que maintenant, puis après ça a évolué, on a travaillé du lundi jusqu'au samedi à 12h, et puis après on a commencé du lundi jusqu'au vendredi soir. C'est vrai, alors il y a eu une évolution aussi, beaucoup de choses dans le travail. Et moi j'ai connu ça, alors c'était vrai, c'est vrai que par rapport aux anciens, la génération qui était avant nous, ils travaillaient, c'était jusqu'à 65 ans. Nous après il y a eu, avec les nouveaux gouvernements qu'il y a eu, c'est-à-dire le gouvernement il a dit non, ça sera plus 65 ans, ça sera 60 ans. Il y avait les 40 heures, après c'était les 35 heures. Vous voyez, il y a eu toute une amélioration qui ont fait quand même dans le monde du travail, que c'est surtout le monde ouvrier. Hein, parce qu'il y a les syndicats qui luttent pour, comment on dit, pour l'amélioration, n'est-ce pas? C'est vrai que les syndicats, moi, en tant qu'ouvrier, j'ai jamais été... Vous savez, les syndicats, il y a des fois, ils ont fait du bien et ils ont fait du tort. D'accord, ouais. Il y a eu des entreprises, ils se sont tellement battus pour avoir, mais vous savez, aujourd'hui, c'est comme dans le monde, hein, c'est vrai que le monde va tellement mal, des fois, on dit, des fois, se réunir autour d'une table et puis en parler, c'est-à-dire que pour essayer d'améliorer les choses. Mais si vous êtes buté sur quelque chose, on n'avance pas, D'accord. Alors le monde ouvrier, c'était un peu ça. Hein. C'est vrai que les syndicats, surtout maintenant, hein, aujourd'hui, il faut faire des concessions. Hein, y a pas... Mais si vous êtes... moi j'étais jeune, bon, ils ont fait du bien, mais ils ont fait du tort aussi. Parce que vous savez, il y a eu une entreprise ici qui était dans l'horlogerie. C'était une grosse entreprise, c'était LIP. Il faisait des montres et il était très spécialisé. C'était une marque qui était renommée. Et c'est dans les années 73, 75, ils l'ont fermé à cause des syndicats un petit peu. Parce que les syndicats, il y avait plus de 2000 ouvriers. Et donc, c'est vrai que bon, les patrons avaient peut-être pas vraiment raison, mais les syndicats étaient tellement, ils n'ont pas voulu faire de concession. L'entreprise était obligée de fermer. D'accord. Et ça, c'est... Est-ce que c'est par rapport avec... pendant la période, en fait, j'ai déjà lu quelques articles. Il y avait pendant 1968, mais 1968, il y avait des grèves générales, plusieurs semaines. C'est concernant des syndicats qui travaillent les inégalités dans l'usine et des salaires minimums comme ça. Est-ce que vous avez participé aussi dans oui, j'ai commencé à travailler. C'est vrai que on n'a pas connu, c'est-à-dire les manifestations qu'il y avait à Paris. Et puis dans les grandes villes. Mais c'est vrai que c'était phénoménal. C'est vrai que en 68, tout était arrêté. Tout est arrêté. Toutes les entreprises étaient arrêtées. C'était phénoménal. Hein. Toutes les entreprises. Les trains ne circulaient plus. Ça a duré à peu près un mois. Et donc, ce qui a déclenché un petit peu, c'est la génération, c'est-à-dire les étudiants. Ça a commencé à la Sorbonne à Paris, ça a commencé dans le monde étudiant. Et après, les ouvriers aussi, parce que les ouvriers, on travaillait beaucoup, les salaires n'augmentaient pas, il y avait beaucoup de richesses quand même, Puis on voyait, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas tout ça. Donc, et puis le monde ouvrier s'est senti, que ce soit les fonctionnaires d'administration, ce que j'appelle l'administration, vous savez, c'est toute la bureaucratie, c'est comme la SNCF, les chemins de fer, c'est nationalisé, donc et ça a commencé un petit peu par eux, et puis après, ils ont voulu, les ouvriers se sont greffés aussi à ce mouvement de contestation, de grève, mais c'était phénoménal. Alors après 68,
Ah ben oui, les salaires ont augmenté. Les conditions de travail se sont améliorées. D'accord. C'est bon, C'est grâce à 68. Oui. Ah, d'accord. Donc, avec grâce comme ça, la vie est améliorée. Oui. Il a fallu ce mouvement de contestation, de grève, de mécontentement, pour les améliorations de travail, pour le monde étudiant aussi. C'était beaucoup plus de liberté. Enfin, c'est vrai que c'était quelque chose de bénéfique d'un côté, mais il y a eu de la casse, il y a eu beaucoup de... Mais c'est vrai que l'ouvrier a gagné beaucoup. Les conditions de travail se sont bien améliorées. Mais après, bon, il y a eu 73. 73, c'était le choc pétrolier. C'est-à-dire, alors là, le choc pétrolier, c'était terrible, parce que beaucoup d'entreprises ont fermé suite à l'augmentation du pétrole. C'était phénoménal, quoi. D'accord. Donc, lorsque vous avez dit que vous étiez confortable avec votre entreprise, moi, je crois qu'il n'y a pas de résistants dans votre usine. Hein. Alors, il y a toujours, vous savez, c'est-à-dire le français est toujours un peu grognon, c'est-à-dire il n'est jamais content. Oui, il n'est jamais content. Bon, même si c'était confortable, mais il y a aussi des... Il y a toujours des résistants, ouais. Nous, on le remarque, c'est-à-dire quand on voyage. Quand on voyage, c'est vrai que quand on arrive, il y a des fois, il peut y avoir des... Vous savez, quand vous prenez quelque chose à un hôtel, et puis il y a des fois, oui, ça va pas, c'est cela, mais le français, lui, tout de suite, il va... Tout de suite... Non, on manque de... C'est vrai que de ce côté-là, en voyageant, j'ai appris beaucoup, parce que c'est vrai que... Calme, quoi. Quand même, c'est vrai que c'est... Avant de se fâcher, avant d'arriver, parce qu'on peut avoir tort, on peut avoir raison, mais bon... Si seulement on parlait, si seulement... Tout le monde était comme ça, c'est vrai que... C'est difficile, aujourd'hui, c'est vrai que... Mais dans l'entreprise où je travaillais, alors quand je suis arrivé à Besançon, où je travaillais avant à Langres, il y avait des syndicats, il y avait la CGT, enfin il y avait tout ça. Mais c'était quand même une entreprise qui était très compétente, qui était au niveau hiérarchique, c'est-à-dire le PDG. Alors le PDG, pour vous retracer un petit peu l'histoire de cette entreprise, le PDG faisait 2 réunions par an. Il habitait à Paris, donc comme il avait... Et il expliquait l'évolution de son entreprise. Alors lui, il disait toujours, il faut investir pour que l'entreprise vive, tout ça. Et il était très près des ouvriers. C'est-à-dire que quand il arrivait, il faisait le tour des ateliers, il disait bonjour à l'ouvrier, comme à la personne qui faisait le ménage. Il ne faisait pas de différence. Pas de différence. Ça, c'est très important, ça, dans une entreprise. Moi, je l'ai toujours dit, quand je suis arrivé à Besançon, là, c'était différent. Il n'y avait plus de syndicats. Plus de syndicats. Mais alors, c'était une coupure, enfin, c'était quelque chose que j'ai eu difficile à comprendre, parce que cette entreprise du Pont de Nemours, il avait un système de gestion du personnel qui était vraiment que ça n'a jamais été trop ma... Vous voyez, vous n'étiez pas d'accord avec... Oui, le système, un peu le système. C'est-à-dire qu'il y avait le PDG qui descend, enfin le directeur qui descendait dans les ateliers, il disait bonjour, il tutoyait déjà. Ah, d'accord. Alors, donc, et puis quand il y avait des réunions on faisait ce qu'on appelle une fois par an, on arrêtait totalement l'usine. Pendant 2 jours, on avait c'est ce qu'on appelle un séminaire. Mais on parlait des différents... Pour moi, c'était un petit peu comme... ça rentrait pas, j'étais pas dans ce système, j'appréciais pas trop ce système, parce que c'était un petit peu, on parlait pas du travail, on parlait d'autre chose, aussi bien de... c'était un peu sectaire.
Si vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu sectaire. On rentrait pas du tout dans le monde pour améliorer le travail, Non, on sortait carrément du système. D'accord. Alors maintenant, cette entreprise-là, tout ça c'est révolu. Maintenant, on rentre, quand on fait une réunion, on parle du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer un produit? Voilà. Moi, c'était ma conception, parce que et puis il rentre un petit peu trop dans la vie personnelle, c'est-à-dire dans la vie privée. S'il arrivait quelque chose, mettons que vous arriviez y arrivait un accident ou quelque chose, et vous voyez, c'était pourquoi c'est arrivé chez toi, qu'est-ce que tu as fait, ceci, cela. Vous voyez, c'est un petit peu enfin bon, il y a c'était peut-être du bien, mais pas, on sortait un petit peu du monde professionnel, et donc enfin c'était leur système. Parce qu'on touchait à d'autres choses qui ne concernent pas le travail. Voilà, c'était ça, c'était un petit peu mais enfin bon, c'était quand même une bonne entreprise. Et maintenant, ça c'est révolu. Hein. Maintenant, ça n'existe plus, ce système. C'était Dupont de Nemours qui avait un nouveau truc, un nouveau concept du travail. Et dans les ateliers, alors c'était bien, apprécié aussi, il y avait des fleurs partout. Il y a des fleurs? Des fleurs? Vous savez pourquoi? Oh non, je sais. Pourquoi? Eh ben, c'était, comme il n'y avait pas de syndicat, vous mettez des fleurs. Eh ben, ça apaise l'esprit, ça apaise la... Ah oui, d'accord. Vous voyez, tout ce système qui était, c'était incroyable. Le tutoiement. Le directeur passait, il vous tapait sur l'épaule, comment vas-tu, Yves, ça va bien, et puis ta femme, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Pendant ce temps-là, on ne travaillait pas. Et il disait, c'est ça, donc si vous aviez quelque chose à réclamer à votre chef de service, on allait avec le chef de service, ben, la première chose, le tutoiement. Moi, je disais non, le tutoiement, non. Mais j'ai dit, c'est vrai qu'une personne qui est votre supérieure, comme une personne âgée, on la voit. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des fois des affinités, mais c'est vrai que bon, il y avait déjà le respect. Personne, c'est vrai, quand on ne connaît pas, enfin, c'est pas on les connaissait, mais je veux dire par là, dès lors que vous tutoyez, le rapport est différent. Oui, c'est ça. Est différent. Parce que vous n'êtes pas vraiment... Pour moi, j'avais dit, donc, quand on parlait de ces fameuses réunions 2 fois par an, alors moi j'avais soulevé la question, mais j'ai dit pourquoi le tutoiement, je dis non, moi ça me choque un peu. Ah non, pour eux c'était normal. Ah, d'accord. C'était un petit peu... À son collègue de travail, c'est pas la même chose. Le tutoiement, le copinage, tout ça, c'est pas... Mais entre son supérieur, comme le directeur, c'est vrai que si vous allez, puis là c'est un monte. Et ben pour eux, non, pour eux c'était quelque chose, mais comme les fleurs dans les ateliers, vous voyez, des fleurs, des plantes vertes, et ça c'était pour apaiser un petit peu cette agressivité, mais ça apaise. Enfin, c'était pour une petite parenthèse de cette entreprise. Mais enfin, bon, c'était une bonne entreprise. Et puis après, au fil des ans, quand il y a eu le changement de patron, quand l'entreprise a été vendue, c'est ce que je disais, c'est que le nouveau patron, ben, il disait non, ça, faut arrêter avec ça, il faut travailler, il faut... oui, on fait pas des réunions pour discuter de... Quand il y avait l'hiver, il y avait la période de neige qui arrivait, on arrêtait les outils, enfin les outillages, les presses, tout ça, pour aller dire, attention, il va y avoir de la neige, il faudra conduire comme ça, comme ça, comme ça. C'était pas trop le but de l'entreprise, ou qu'ils mettent une affiche, faites attention, il va y avoir de la neige. Mais non, on arrêtait l'entreprise pendant 1 heure pour dire, attention, il va y avoir de la neige, il faut conduire comme ci, conduire comme ça. Bon, c'était bien de leur part, mais pendant ce temps-là, les outils ne tournaient pas. Une machine qui tourne pas, ça coûte de l'argent. D'accord. Alors, est-ce que vous avez combien de enfants avec votre femme? On n'a pas d'enfants. Ah, vous n'avez pas d'enfants? Non, on n'a pas eu d'enfants. Ah, c'est vrai? Ah, parce
que j'ai reçu le message. Ah oui, vous avez cru qu'on avait... Parce que dans le message, elle a dit quelque chose par rapport à maman. Je suis embêtée avec maman. Oui, c'est ça, parce qu'elle était chez sa maman. Ah, d'accord. Et c'est ça, oui, vous avez cru que c'était un de nos enfants. Enfin, ah, d'accord. On a des petits neveux, mais on n'a pas eu d'enfants. Et puis donc maintenant... Ah, d'accord. Est-ce que vous travaillez ensemble à l'usine avec votre femme? Est-ce que vous travaillez ensemble dans une autre entreprise? Dans l'entreprise à Besançon. Mais ma femme était divorcée et donc elle n'a pas eu d'enfant. Et puis donc les années ont passé et puis on s'est connus assez tard. On s'est connus, elle avait 35 ans. Et puis vous voyez, ma femme, quand on est arrivé ici, elle n'avait pas de travail. Alors vous voyez, il fallait chercher du travail. Et puis c'était des moments difficiles et les années ont passé. Et puis donc on n'a pas eu d'enfant, malheureusement. Est-ce que hors le travail, est-ce que vous avez eu le temps pour passer avec votre femme? Est-ce que vous étiez toujours ensemble après le travail? C'est-à-dire vous avez voyagé ensemble? Oui, toujours. D'accord. Ah, ouais. Est-ce que vous êtes encore en contact avec vos collègues? Oui, de temps en temps, oui. Alors, il y a un de mes collègues, c'est-à-dire, il organise un petit repas tous les ans, et puis donc, on se rencontre, on va déjeuner ensemble, et puis ça permet de... Mais par contre, il y a des choses qui m'ont choqué aussi dans cette entreprise. L'entreprise où je travaillais à Langres, c'était beaucoup plus... Malgré l'importance de l'entreprise, mais enfin l'usine à Langres, on était 600 personnes. Mais quand il y avait une personne qui partait en retraite, il y avait le directeur, le PDG qui était là, enfin surtout le directeur. Mais le directeur organisait ce qu'on appelle un pot de départ, vous voyez, c'était un vin d'honneur, il invitait, le couple était invité, c'est-à-dire la femme, la personne qui partait en retraite invitait sa femme aussi, et c'était organisé par la direction de l'entreprise, et il y avait une petite enveloppe aussi, donner l'enveloppe, que ici, quand je suis arrivé chez Dupont de Nemours, non, il n'y avait pas ça. Ah, d'accord. Vous partiez en retraite, c'était fini. Ah, d'accord. C'était fini. Et l'entreprise à Langres, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que tous les retraités, une fois par an, on va organiser une fête. Oui, la direction organisait un petit repas pour les personnes qui désiraient revenir rencontrer les collègues ou voir l'évolution de leur entreprise. Parce que c'est vrai que quand vous passez 30 ans dans une entreprise, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et puis ça vous tient à cœur quand même, parce que c'est vrai que vous avez donné beaucoup de choses à l'entreprise. L'entreprise, elle fonctionne grâce à qui? Aux ouvriers, à tout ce qui l'entoure, mais aussi bien la personne qui fait le ménage, elle a autant d'importance qu'un ouvrier. C'est vrai, parce que quand vous recevez des visiteurs, c'est-à-dire des clients, si le ménage n'est pas bien fait ou s'il y a quelque chose, c'est vrai que si la femme, la personne qui fait le ménage, elle a beaucoup d'importance. C'est vrai que c'est vrai qu'il n'y a pas de comment je dirais de métier ingrat, quoi. C'est vrai que c'est difficile pour une femme de ménage. C'est vrai que moi je dis de part des femmes de ménage, mais la personne qui fait le ménage, mais c'est vrai qu'elle a autant d'importance que je comparais un petit peu. C'est une parenthèse. Je comparais un petit peu. Quand vous voyez, je regarde aussi un petit peu ça, c'est-à-dire la Formule 1, enfin les équipes de course automobile. Quand vous voyez les gens qui montent les roues, ont tant d'importance. S'ils mettent la roue à côté, enfin s'ils ne serrent pas bien la roue, il va perdre la roue, il va perdre la course. Hein. Ils sont importants. Très importants. Très importants. C'est ça. C'est vrai. Je crois que tu les personnes est vraiment important. N'importe quelle profession, n'importe quel travail qu'il fait. Bon, il faut apprécier quand même. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande beaucoup. Et
c'est dommage parce que c'est vrai que quand on a passé 30 ans ou 40 ans dans une entreprise, c'est vrai qu'après, on aime bien quand même avoir encore des relations avec cette entreprise. C'est vrai que il y a eu des moments difficiles. Hein. Faut pas croire qu'il y a des fois. Vous savez, tiens, le français, c'est comme ça. Hein. On arrivait le matin, on n'était pas content parce que ça n'allait pas, parce qu'on n'était pas, on trouvait qu'on n'était pas assez payé, qu'on était ceci, cela. Mais bon, l'un dans l'autre. Est-ce qu'avant de rentrer, est-ce que vous étiez content? Est-ce que vous étiez triste? Comment il y a eu des périodes. La période qui était difficile pour moi, c'était quand j'ai quitté l'entreprise à Londres et quand je suis arrivé chez Dupont de Nemours. Parce que, je vous dis, c'était un peu la philosophie de cette entreprise qui me... Après, bon, je m'y suis habitué. Après, il fallait travailler, donc... Bon, je laissais un petit peu de côté, mais c'est vrai que pour moi, c'est-à-dire qu'il y a le travail, c'est-à-dire vous passez 8 heures dans une entreprise, quand vous quittez l'entreprise, il faut laisser le travail, après c'est autre chose. Parce que si aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui on demande maintenant, quand on voit maintenant c'est-à-dire les techniciens ou les gens qui sont dans le commercial et tout ça, qui sont assez diplômés, qui ont des entreprises, quand ils quittent l'entreprise le week-end ou quand ils sont en vacances, ils ont encore leur téléphone parce qu'il y a le directeur qui les appelle, parce qu'il y a ci, il y a ça. Il faut faire la coupure, c'est-à-dire il y a la vie professionnelle et puis la vie privée. C'est vrai que la vie privée, le ménage, les enfants, tout ça, c'est important, très important. Alors, il faut quand même ne plus... parce que quand vous sortez du travail et puis que vous avez déjà eu une journée difficile, vous rentrez à la maison et puis vous avez encore les soucis de votre journée de travail, ça va pas, ça c'est... ça va pas, Mais c'est difficile. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande beaucoup plus... toujours plus. Mais... Alors, il y a des entreprises maintenant qui arrivent à dire attention, c'est une partie de votre vie, ça fait partie un petit peu, je dis pas l'entreprise, un petit peu, parce que après quand vous êtes sorti, vous voyez les produits, tiens, dans l'ordinateur, il y a eu ça, tiens, c'est moi qui le faisais, ça fait un petit peu partie de votre vie un peu personnelle, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même la coupure. Quoi. Mais c'est vrai qu'on aime bien encore rencontrer des collègues de travail, même nos supérieurs. Il y a des fois, on est content de parler avec eux. Est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez encore des envies à rentrer au travail Non, non, je pense pas. Non. D'accord. Est-ce que peut-être le travail vous manque? Peut-être vous pensez toujours à travail Non. Alors, parce que moi, aussi, il faut dire une chose, c'est que c'est vrai qu'avec l'évolution, quand j'ai quitté, c'est-à-dire que quand je suis parti en retraite, il y a eu des plans de restructuration, c'est des plans de suppression de personnel. Et donc, quand vous débutez dans votre vie professionnelle, on demande à évoluer. Mais quand vous arrivez à une dizaine d'années de la retraite, et donc, et puis qu'on vous dit, non, c'est soit le licenciement ou tu régresses. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc là, c'est dur, c'est très dur parce que j'étais responsable d'une petite équipe. Et donc, après, quand on vous dit, je retombais comme... je ne commandais plus, j'avais perdu mes fonctions, c'est-à-dire... J'ai gardé mon travail, mais je n'avais plus la responsabilité que j'avais avant. C'était soit ça ou le licenciement. Alors j'ai gardé le même salaire, mais au lieu, je travaillais là, comme j'avais évolué dans ma fonction, je ne travaillais plus en équipe, je travaillais en journée. Ce qui était très intéressant parce que moi la journée c'était bien, je commençais à 7h le matin et puis à 16-17h j'avais fini mon travail, c'était quand même c'était beaucoup plus agréable. Mais là je me suis retrouvé, alors là comme ils m'ont dit c'est soit le licenciement ou soit ça, là je suis retourné en équipe.
Donc il me restait 5 ans avant de la retraite. Ça fait mal, quoi, parce que après vous n'avez plus les mêmes responsabilités, vous n'avez plus les mêmes fonctions. Vous vous retrouvez non, les gens que je commandais, enfin que je me suis retrouvé au même niveau qu'eux. Ah oui, c'est difficile, hein, parce que après. Alors ça m'a fait mal, et puis donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit les gens, ce qu'on appelle le burn-out, hein, c'est-à-dire les gens, bon, j'ai supporté ça, mais j'ai été mal, très très mal, très très mal. Alors c'est-à-dire que j'ai accepté ce changement, mais c'est-à-dire il fallait plus me demander, c'est-à-dire de prendre des responsabilités un petit peu. J'ai fait mon travail, j'arrivais à l'heure, je faisais mon travail, mais je n'acceptais plus qu'on me demande quelque chose qui sorte de ma fonction. Ah ouais. D'accord. Avant de partir, il fallait que je forme quelqu'un, un jeune. J'ai dit non, non, tant pis, vous trouverez quelqu'un d'autre. Mais alors mon supérieur m'a dit, il m'a soutenu, il m'a dit oui, t'as raison, moi j'aurais fait comme toi, non. D'accord. Bon, enfin bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, hein, dans les entreprises aujourd'hui. Hein. On fait plus de cadeaux, hein, c'est difficile. Mais enfin, nous, on a vécu quand même une période qui était, dans ma carrière professionnelle, qui était bien. On faisait beaucoup d'heures, on faisait quand j'étais à Langres, là, quand je partais en déplacement, je faisais beaucoup d'heures, mais j'avais le plaisir de travailler. Là, quand je suis arrivé, bon, c'était un plaisir aussi. On ne peut pas parler de plaisir, mais c'est-à-dire que... Votre passion. Voilà, on aimait faire son travail. Puis on aimait ce qui soit bien fait, qu'il soit... C'est ça, mais bon... Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, pour le jeune qui arrive avec un CAP ou qui n'a pas de formation, ça va être difficile, très difficile. Très difficile. Pour aujourd'hui, non. Il faut avoir un diplôme. Aujourd'hui, on va demander des diplômes. En plus, si vous avez des diplômes, on va demander de l'expérience. Alors, vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas d'expérience. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis maintenant, vous n'avez pas la sécurité de l'emploi comme nous, on avait. Hein. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est que des contrats. CDD. C'est CDD. Alors les CDD, c'est-à-dire vous pouvez travailler pendant 3 mois, 6 mois, mais bien travailler. Et puis au bout des 6 mois, on va vous dire non. Et puis la direction, on va reprendre quelqu'un d'autre. Ouais. Je pense que c'est comme on dit, ça c'était les soucis des jeunes maintenant. Oui. Comment ça se passe en Malaisie? On a... La Malaisie, je pense que c'est pas exactement la même chose, je crois. On n'a pas de CDD. Oui. Je crois mais ça doit être dur aussi quand même. Hein, ça doit être dur. La vie professionnelle là-bas, c'est quand même différent. Peut-être beaucoup plus d'heures, beaucoup moins de vacances, beaucoup moins de... Oui, moins de vacances. Ouais, de vacances, oui. C'est pas pareil comme ici. Je sais pas, j'ai lu dans un article qui est publié qu'elle a dit que la Malaisie, ils sont le 3e pays qui, comment on dit, où les gens, les travailleurs, ont le plus moins de vacances dans le monde. C'est pas comme en France. Ouais, de toute façon, comme nous, les étudiants qui ont fini leurs études, qui ont les leçons, ils ne sont pas le travail. Parce que jeudi, c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup des étudiants qui ont les leçons. Donc, le travail jeudi nous demande d'avoir au moins un master pour obtenir le travail, le bon travail, je précise. Sinon, c'est juste on travaille que le temps partiel, pas le temps... C'est le même cas en France, je crois, oui. En France, c'est vrai que on a quand même... C'est un petit peu je veux dire, par rapport à d'autres pays, et nous on voit bien quand on voyage, hein, c'est vrai, on a quand même vu un petit peu ce qui se passait en Mali. Mais c'est vrai qu'en France,
C'est pour ça, comme je vous disais, les syndicats, il y a des fois, il faudrait qu'ils regardent un petit peu. Ouais. Il y a du bien, mais il faut faire des concessions, que les deux fassent des concessions, mais il faut en parler, quoi. Mais c'est vrai que nous, on a ça, ben, on veut pas lâcher, quoi. Ouais. C'est vrai que le monde est difficile maintenant, c'est la concurrence, c'est ça. Ça devient plus difficile. Oui. C'est pas pareil comme avant. Oui. Et puis, vous comptez revenir, enfin, c'est-à-dire une fois vos études faites en Malaisie, retourner, enfin, c'est-à-dire, c'est normal, retourner dans votre pays, mais c'est-à-dire, vous comptez quand même, ou alors repartir peut-être, je sais pas, aux États-Unis ou... Parce qu'on a le contrat avec, parce qu'on est boursier et on a le contrat avec notre gouvernement, il faut travailler. Dans l'école pour 5 ans, oui. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que comme vous avez la bourse, vous êtes... Oui. Mais quand vous allez rentrer, vous aurez un travail? Pour nous, oui. Oui, Pour nous, pour nous, oui. C'est... Parce que c'est déjà indiqué dans le contrat. Oui. Après, quand on va rentrer en Malaisie, on va avoir un travail après 1 an. Il faut travailler avec l'État pendant 5 ans et après les 5 ans, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire on peut choisir d'autres domaines, ce qui nous plaît. Si l'éducation ne nous plaît pas, on peut changer après 5 ans. Oui. Sinon, si on ne suit pas les contrats, c'est-à-dire il faut payer. Oui, je comprends. Oui, c'est un peu ce qui se passe aussi en France, hein, c'est vrai. C'est pourquoi je suis reconnaissante pour prendre ce parcours parce que j'ai des camarades qui prennent d'autres licences et qu'à la fin, après, ils, finissent l'étude, ils ne trouvent pas de travail. Mais nous, on est garanti d'avoir. C'est bien. Surtout, les étudiants qui ont fini leurs études, ils n'ont pas pu travailler dans les domaines qu'ils étudient. Oui, voilà, c'est ça. Dans notre domaine. C'est un peu dommage. C'est ce qui se passe aussi un petit peu en France. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des diplômes comme ingénieurs et tout ça. Et il y a des fois, ils sont obligés de prendre quelque chose qui n'est pas dans leur diplôme. Quoi. C'est ça. C'est ça le problème aujourd'hui, je crois. C'est vrai. C'est un peu dommage. Et vos parents, sans indiscrétion, c'est... Discrétion? Oui, non, enfin vos parents, qu'est-ce qu'ils font exactement? Mon père, il est prof. Ah oui. Il est prof de... je sais pas, le prof de maths. Non, pas de maths, prof de... prof de sciences. Prof de sciences, ouais. Moi, ma mère, c'est infirmière. Ah oui. Et mon père, ça, c'est électricien. Ah oui. Oui, alors il est un petit peu... Dans le bâtiment, pour le bâtiment, nous, électricien. Oui, c'est ça, oui. Dans l'école, bâtiment école, oui. Établissement scolaire. C'est vrai, c'est dur à la vie aujourd'hui. Oui, c'est vrai que... c'est ce qu'on dit aujourd'hui, les jeunes, c'est vrai que faut se battre, quoi. C'est-à-dire que le jeune qui veut pas... C'est vrai que moi, j'ai des petites nièces, elles ont les parents qui sont là. Maman, tiens, je veux un téléphone, maman, ils n'ont pas la valeur de l'argent. Ah, d'accord. Alors, s'ils n'ont pas la valeur de l'argent, des efforts que ces parents font pour gagner leur vie, et puis... alors, elle vit dans un monde oui, c'est les jeunes, quoi. C'est que nous, bon, c'est vrai que on a une petite retraite, mais bon, on a économisé, on a acheté le petit appartement, là, on a 3 pièces, ça c'est pas grand-chose, mais on est pas trop mal. Mais ce qu'on se fait aujourd'hui, les voyages, on sait ce que ça vaut, quoi. C'est-à-dire que c'est notre travail, quoi. C'est-à-dire on sait la valeur, et puis donc on voyage pas dans le grand luxe, hein. C'est-à-dire on va dans les petits guest houses, mais c'est ça qui est merveilleux, quoi. Bon, c'est sûr que c'est pas le voyage organisé, on voit peut-être des choses que le voyage organisé ne voit pas, parce que nous on sort un petit peu des sentiers battus, ce qu'on appelle. C'est ça qui fait le charme du pays, mais bien sûr on passe peut-être à côté des choses
que les voyages organisés font, c'est tellement d'un point à un autre, on se déplace en avion, ceci, nous on prend encore le bus local et puis c'est ça qui fait son charme. Mais je regrette une chose dans ma vie, c'est dans ma jeunesse, c'est ne pas avoir appris l'anglais. Ça, c'est... Oh là là, je m'en mords les doigts. Mais vous pouvez parler un petit peu en anglais Un petit peu, mais des fois c'est vite parti. C'est-à-dire que on a une chaîne, c'est-à-dire qu'une conversation, et puis tout de suite après, on va perdre un petit peu, puis vous voyez, on se sent pas à l'aise, quoi. Bon, pour se débrouiller, pour prendre un billet de train, chercher un petit guest house, un hôtel, tout ça... Mais pour entrer en pleine conversation, voir un petit peu, on y arrive, mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile, oui, c'est vrai. En fait, parce qu'on voit il y a beaucoup de... les objets que vous avez achetés. En fait, vous avez acheté où les... Il y a beaucoup de choses qui reviennent un petit peu de Thaïlande, du Laos, du Cambodge, un petit peu... un petit peu tous ces... un petit peu, Ça vient de... Il y a des coins de... Ça vient de Bali. De Bali. Ah, Bali. Oui. C'est bien, en fait. Il y a les... Comment on dit c'est quoi l'épée? C'est l'épée? Ah, ça vient de Russie, ça. C'est des petites poupées russes. Ah, d'accord. La Russie. C'est en bois, oui. C'est un petit peu... Bon, c'est ma femme qui s'occupe de tout ça parce que ça fait de la poussière après. Il faut les... Oui. Vous voyagez beaucoup, hein. Oui. Oui, tant qu'on peut le faire, c'est vrai que... On n'est pas malheureux. On n'est pas malheureux, c'est vrai que par rapport à d'autres pays, c'est vrai que... Est-ce que vous avez trouvé les différences entre... Lorsque vous êtes déjà en Asie, est-ce que vous sentez qu'il y a des différences entre l'Europe et l'Asie au niveau de la culture, au niveau de la vie, comment vous sentez Oui. C'est vrai que je connais beaucoup l'Asie, mais c'est vrai que c'est plus... C'est-à-dire ils ont déjà une approche, ils ont la vie familiale. La vie familiale, c'est très important. Oui. C'est très important. Que chez nous, vous savez, les enfants vont d'un côté, de l'autre, et puis après, c'est fini, quoi. Et puis, ils ont une approche qui est différente, quoi. C'est peut-être aussi... c'est moins d'égoïsme, peut-être. Je sais pas, mais enfin, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus chaleureux, quoi. C'est vrai que... Nous, on est un petit peu égoïste, on est un peu... on vit dans un monde un petit peu trop facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on demande quelque chose, de faire des efforts, c'est difficile. Les gens tout de suite sont dans la rue, ça va pas, parce que on touche un petit peu leur bien-être et tout ça. Que là-bas, c'est quand même différent. Il faut se battre. Là-bas, je sais pas si en Malaisie, il y a la sécurité sociale, il y a le chômage, non Si, on a le chômage. On a le chômage. Oui, on a le chômage. Mais pour la sécurité sociale, je pense qu'ici, ça c'est mieux qu'en Malaisie. Oui. Parce qu'on n'a pas vraiment de sécurité sociale. En fait, la sécurité sociale, ça dépend de la famille. Si la famille veut choisir la sécurité sociale pour leurs enfants comme ça, ils vont faire. Sinon, ils vont pas faire. Moi, en fait, j'ai pas d'assurance, en fait, moi. J'ai pas d'assurance dans ma famille, il n'y a pas d'assurance. On ne prend pas. Alors c'est dur parce que quand il faut aller à l'hôpital, tout ça, pour les soins. Non, pour aller à l'hôpital, parce que mon père, il est professeur, donc il travaille avec l'État. Donc quand on a besoin d'aller à l'hôpital, c'est l'État qui nous paye. Oui. Ça c'est pour les fonctionnaires. Oui. Donc on n'a pas besoin d'avoir la sécurité sociale, parce qu'on a déjà l'État qui nous paye. D'accord, oui. Mais l'ouvrier, il travaille combien? Il travaille beaucoup? Enfin, c'est-à-dire un ouvrier, je veux dire, celui qui fait pour la voiture, enfin, qui travaille dans une usine, il fait l'heure, et c'est combien il fait combien d'heures par jour? C'est pas pareil ici, parce que vous avez dit, il y a 3. On travaille pendant le matin, l'après-midi et la nuit. Chez nous, on fait que deux parties. Oui, deux équipes. Oui, des équipes. Il y a des équipes pendant le matin et la nuit. C'est-à-dire... oui, alors, il fait combien normalement, on va commencer à 8h jusqu'à 17h.
Et après 17h jusqu'à... Oui, d'accord. Ouais. Sur 6 jours? Non, il n'y a que 5 jours. 5 jours. Jusqu'à vendredi, comme ça. Oui. Et puis le salaire, c'est... Oui, c'est pas mon pays. C'est pas beaucoup. Parce que la vie est chère, enfin... La vie, non, ça devient beaucoup plus cher. Oui, ça devient de plus en plus cher. Surtout dans, comme on dit, dans la Kuala Lumpur. Parce qu'il y a les grandes villes, c'est plus cher. Mais je crois qu'il y a de plus en plus les étrangers. Par exemple, les travailleurs du Népal, du Inde, qui viennent pour travailler comme ouvriers en Malaisie. Oui, alors ça enlève quand même... Le problème ici, en fait, en France et en Malaisie, parce qu'ils sont en France, il y a des SMIC. C'est-à-dire, il y a des salaires minimums qu'on peut donner aux travailleurs. Mais là-bas, en Malaisie, on n'en a pas. C'est pour ça qu'on peut embaucher les autres travailleurs qui viennent d'autres pays. Donc, par exemple, je prends une raison, on va employer les travailleurs qui viennent de Bangladesh. Ce sera moins cher. Sinon, les Malaisiens, ils vont demander les salaires plus élevés. Mais enfin, parce qu'on n'a pas de salaire minimum, donc on peut embaucher. On va payer, normalement, les Malaisiens, on va demander 1000 ringgit. Mais on ne va pas payer 1000 ringgit. Parce qu'on a déjà les travailleurs qu'on peut payer 200 ringgit comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus mieux. C'est le problème que je trouve ici. En Malaisie, parce qu'il n'y a pas de salaire minimum. Il n'y a pas des étrangers qui travaillent dans l'usine ici? Ah si, beaucoup. Beaucoup, d'accord. Ce qu'il y a, c'est beaucoup de Marocains, d'Algériens, de Nord-Africains, ce qu'on appelle Nord-Africains. Et puis avec l'Europe, comme l'Europe maintenant il n'y a plus de frontières, c'est-à-dire on trouve beaucoup aussi de gens qui viennent de Pologne, vous voyez, c'est beaucoup de... Alors forcément ils sont payés quand même avec le salaire minimum, mais il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui essayent de... Ah d'accord. C'est des entreprises, ils sont embauchés, c'est leur employeur qui est polonais et donc il sous-traite, il donne ses ouvriers à une entreprise en France, mais vous voyez, donc il est payé avec un salaire au niveau polonais, quoi. C'est tout un petit peu le mélange, mais autrement ils sont payés si le Polonais vient travailler en France, il va être payé avec un salaire minimum, où tout dépend de sa fonction. Mais ce qu'on voit beaucoup dans les restaurants maintenant, que ce soit partout, il y a beaucoup aussi de noirs, beaucoup de gens de couleur, quoi. C'est-à-dire beaucoup, parce que c'est vrai que maintenant, dans les restaurants, que ce soit... les Français ne veulent pas le faire, quoi. Veulent pas. On est un peu trop difficile sur... c'est bien en fait, parce que je crois que vous êtes vraiment ouvert, parce que je connais un ami qui me racontait son expérience. Il y a un problème avec la vie ici, parce qu'il y a des Français qui nous aiment pas parce qu'on est étranger. Parce qu'il y a toujours, parce qu'on est étranger, avec mon ami, parce que mon ami ici, avec notre groupe, il y a des exceptions. Pourquoi nous, on est étranger, on peut avoir la CAF? Non, parce qu'elle pense que la CAF c'est juste pour que les Français. Il y a des gens qui... c'est vrai que... c'est le tempère. Il y a beaucoup de gens comme ça, quoi. Beaucoup, c'est quand même minimum, mais c'est quand même minime, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez... ils veulent pas s'ouvrir, c'est vrai que... Mais le monde bouge, il n'y a rien à faire, il faut et puis moi je trouve que c'est bien, c'est au moins comme vous, on peut parler, on peut voir comment vous vivez, comment c'est vrai, et puis c'est ça qui est bien, quoi. Mais c'est beaucoup... Si le monde, c'est vrai que je dis des fois autour d'une table, de parler, le monde tournerait peut-être un peu mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on ne fait pas de concessions, le monde, c'est vrai que
comme l'Afrique, tout ça, c'est vrai qu'il y a le manque d'eau, les pollutions, les changements climatiques, tout ça, il ne faut pas être buté de dire non, moi je ne ferai pas comme le président américain qui dit bah non, bon, c'est un petit peu fou, c'est quelque chose. Mais c'est des comportements comme ça, c'est très grave, quoi. Ça peut engendrer des choses terribles, quoi. Je crois qu'ils ont des comportements comme ça parce qu'ils n'ont pas découvert les autres cultures. C'est-à-dire ils restent, ils vont rester toujours ici. Ils ne sont pas sortis d'aller voir d'autres pays, comment ça marche, comment leur culture. Je crois que c'est la raison pour ça. C'est pour ça, moi, je dis le voyage, mais bon, comme nous on voyage, hein, c'est vrai que quand on voit un petit peu aussi bien, comme c'est en Malaisie, à Kuala Lumpur, hein, les gens qui font un petit peu la cuisine dans les rues, dans tout ça, mais c'est vrai que c'est bon, nous on aime ça, c'est vrai, puis... et puis bon, c'est vrai comme en Thaïlande, hein, le sourire, c'est vrai qu'il faut déjà, comme des fois je fais des photos, mais toujours je demande la permission de prendre une photo. Ah d'accord. Parce que c'est gênant, c'est vrai. J'aime pas, c'est vrai. Bon, moi j'aimerais pas qu'on me prenne en photo comme ça, c'est vrai qu'il faut toujours demander, avec la politesse et puis le sourire. Tout de suite après, dès lors que vous avez le sourire, tout de suite l'approche est beaucoup plus facile, plus facile. Oui. C'est vrai. Que si vous êtes... non, et puis c'est pour ça que je dis la modestie, il faut y aller avec la... c'est vrai. Ah oui, c'est ça le plaisir. Du coup, on est, comme on dit, la Malaisie, c'est un paradis de nourriture. Parce que si quand vous êtes vous allez trouver, il y a beaucoup de restaurants, soit à côté de la rue, soit dans un restaurant comme ça. Il y a des bons restaurants il y a des bons restaurants, puis des petits restaurants, mais nous on aime bien, vous savez, c'est vrai, ces petits restaurants, ces petits des brochettes, c'est tout, c'est vraiment... Parce qu'on a des variants, parce que on est il y a trois majorités en fait qui habitent en Malaisie. Il y a des Malais, nous, il y a des Chinois, il y a des Indiens. Il y a beaucoup de Chinois. Il y a beaucoup de Chinois et des Indiens. Vous trouverez beaucoup de nourritures qui viennent des Chinois, qui viennent des Indiens. C'est tout un mélange de nourriture. Il y a des mélanges en fait en Malaisie. Bon, nous on n'aime pas trop, enfin je veux dire, c'est pas qu'on n'aime pas trop, mais pas trop épicé, quoi. C'est-à-dire, on demande toujours no spicy, hein, parce que c'est vrai que, on la met, mais c'est vrai qu'il y a des fois, un petit peu, c'est très très bon, très bon. En fait, il y a à Lyon, il y a des Français, qui ont fait la formation en Malaisie pour ouvrir. Non, c'est pour former un restaurant ici qui utilise le concept en Malaisie. C'est-à-dire ils vont cuisiner la cuisine nourriture malaisienne. La nourriture malaisienne. Il y a il y a beaucoup. Il y a des Français qui font comme ça parce que pour eux, les cultures malaisiennes, les nourritures malaisiennes, c'est vraiment avec les currys, il y a des choses qui... Sauf s'il est trop épicé. Oui, parce que pour nous, c'est-à-dire c'est vrai que nous, vous avez vu, la restauration française, c'est vrai que la cuisine française, c'est vrai que c'est bon, mais on mange beaucoup trop, et puis beaucoup trop riche, c'est-à-dire trop un peu trop gras, trop de sel, trop de sucre, donc oui, c'est vrai. Et donc c'est bon, c'est goûteux, mais c'est vrai que alors trop épicé des fois, ça enlève un petit peu la saveur des aliments. On perd un peu le goût des aliments quand c'est trop épicé. Enfin pour nous, mais bon, il faut que ce soit un petit peu épicé. J'aime bien que c'est un peu épicé, mais il y a des fois, c'est un petit peu trop. Mais on le dit toujours, alors donc il est un petit peu little qui est déposé. Par rapport avec ici, en Malaisie et la Thaïlande, ils ont beaucoup plus épicé que nous. C'est-à-dire ils mangent comment on dit, chili.
Oui, les épices là. Les épices, oui. Ils mangent comme ça. Oui, oui. Oui, on n'a pas besoin de cuisiner, ils mangent tout de suite comme ça. Non, c'est vrai. C'est plus pour l'estomac après. Oui, je pense ils ont que déjà l'habitude que, de manger comme ça. Oui. Je pense que les pays asiatiques aiment bien les nourritures épicées. Oui. Les Coréens, quoi d'autre? Thaïlande, Malaisie, l'Inde et tout ça. Mais c'est vrai que quand on était à Kuala Lumpur, c'était très joli. Hein. Et puis on était dans un petit guest house. C'était bien parce que c'était vraiment très propre, c'était vraiment bien. Et puis, mais il y avait beaucoup de gens de différents pays, de tout ça. Et donc pour le petit déjeuner, chacun faisait son petit déjeuner, chacun nettoyait sa tasse, son bol. C'est vraiment bien. Nous, c'est ce qui nous plaît parce qu'on peut mélanger un petit peu les cultures, un petit peu de parler de différents pays. Moi, j'avais pas à Kuala Lumpur parce que... non, moi, j'aime bien. Non, franchement, à mon avis, non, j'aime pas le Kuala Lumpur. Ah oui. Parce que j'habite plutôt au nord de la Malaisie. Oui. Bon, enfin, c'est à côté de Thaïlande. En fait, chez moi, pour aller à la frontière de Thaïlande, entre Thaïlande et la Malaisie, c'est juste 20 km. On n'est pas très loin, donc... et aussi, dans ma région, c'est pas comme la Kuala Lumpur. C'est tranquille, c'est quoi à Besançon. Oui, un petit peu comme ici, Besançon, et puis Paris, hein, c'est la différence. En fait, chez nous, dans ma région, il y a des chambres rizières. Oui. Plein de chambres rizières, parce que mon père, il fait aussi les chambres de rizières. Oui. Ça dépend. Parce que moi, j'aime bien le Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oui, j'aime bien. C'est beau, les belles tours, Patronas, les fameuses tours, là, c'est joli. Hein. J'ai bien aimé, c'est comme Paris, Kuala Lumpur, hein. Compliqué. C'est pas si compliqué comme Paris. Paris est trop compliqué pour moi. Ouais. Non, mais on voyageait assez facilement, on prenait le bus et puis on s'est déplacé pour aller monter dans le nord, et donc c'est bien. Et puis on avait été aussi en bas de Kuala Lumpur, c'était l'ancienne capitale, c'est comment ça s'appelle? Oh là là, j'ai des pertes de mémoire. Ma femme serait là, elle dirait, tu vois. Enfin, de toute façon, vous reviendrez et puis on en parlera. D'accord. Ça me fait plaisir de vous revoir avec ma oui. femme. Et puis donc, parce qu'elle n'est pas là, on a envie aussi de parler avec elle aussi. Parce que bon, ça serait différent. C'est vrai que son travail à l'usine aussi, elle a fait un petit peu les équipes. Et puis, son travail, c'était, elle était... ce qu'on appelle coordinatrice. Ouais. C'était elle qui quand elle recevait, c'est-à-dire les commandes de produits, c'est elle qui disait sur telle machine il faudra faire ça, telle machine il faudra faire ça. Alors, donc c'était qui organisait, organisait un petit peu. D'accord. Elle parlera de son travail, alors donc c'était intéressant. Alors elle était au service assemblage. Alors le service assemblage, c'était où il assemble, c'est-à-dire qu'il insère les petites broches là. C'était ça, c'était l'assemblage. Ah, d'accord. L'assemblage, et puis après le produit était fini, hein, c'était terminé. Après, et on va, comment dire, lorsque le produit est fini, on va examiner ou essayer. Oui, il y avait un contrôle de sécurité, un contrôle de produits, hein, c'est-à-dire avant d'envoyer chez le client, il était il contrôlait pas produit par produit, il contrôlait sur 100 ou 150 produits d'échantillons, quand il prenait des échantillons et puis non, autrement le travail c'était pour qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? La retraite et puis après Comment vous sentez la vie en retraite? Est-ce que pour vous c'est bien pour commencer une autre vie? Oui. Quand je suis parti, c'est vrai que j'étais content de partir suite à ces problèmes de restructuration. Donc quand on m'a dit, quand j'ai pu partir à la retraite, j'étais content. Mais bon, il y a toujours ce petit pincement quand on part à la retraite. C'est-à-dire c'est un changement, c'est une coupure. C'est-à-dire vous passez
d'un monde professionnel après à la vie de retraité. C'est-à-dire, il y en a qui ont du mal à accepter la retraite parce qu'ils se sentent dire voilà, on approche, on est dans l'automne de notre vie et puis après, qu'est-ce qu'on va faire Il y a des gens qui veulent encore travailler à l'usine. Ah oui, il y en a qui veulent encore, qui n'acceptent, c'est pas qu'ils n'acceptent pas, mais c'est-à-dire que pour eux, c'est difficile. Ah, d'accord. Il y en a qui ont du mal en retraite. Alors il y en a qui arrivent en retraite, et ils mettent les pantoufles et puis ils passent des heures devant la télé, quoi. Ils font plus rien, quoi. Donc la retraite, il faut déjà savoir un peu se préparer. Il y a des gens qui ne préparent pas du jour. Mais bon, j'ai toujours été un petit peu un peu sportif. Sportif, c'est-à-dire à un niveau, je faisais beaucoup de vélo, course à pied aussi, j'en fais encore un peu. Et donc, mais toujours s'entretenir quand même, toujours, et puis toujours être en contact. Et puis ce qu'il y a aussi, ne pas avoir peur de parler avec des jeunes, quoi. Toujours. C'est pour ça, moi, j'ai pas l'impression d'avoir 68 ans. Ah, d'accord. Mais malgré, on a un peu de douleur, un petit peu, mais toujours avoir, c'est vrai, le contact, et puis toujours avoir un petit peu, ne pas se renfermer sur soi-même. C'est vrai que moi, je côtoie des fois des retraités, ils sont mal dans leur peau, quoi. Parce que pour eux, c'était une cassure, qu'est-ce que je vais faire, et puis... Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. C'est vrai que... C'est ça. je sais pas, il y a le cinéma, il y a plein de choses. Oui, sans s'abrutir devant la télévision. Allez, c'est-à-dire, on a la chance aussi, dans une ville comme Besançon, l'université, c'est-à-dire pour les personnes retraitées, aller assister à des conférences, il y a plein de choses à faire. Qui ne coûtent pas, qui ne coûtent rien, quoi. Puis aussi bien pour les associations, moi j'en fais pas partie, mais c'est vrai que je m'occupe bien quand même. Il y a des personnes âgées, on discute un petit peu, on va leur rendre service, vous voyez. Et puis moi j'aime bien parler avec les jeunes, quoi. Rester toujours en contact, ne pas perdre un petit peu, de savoir un peu ce que pensent les jeunes maintenant. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on voit maintenant les jeunes, c'est vrai qu'il y en a qui se battent pour travailler, il y en a qui... Mais il y en a d'autres, ils sont dans leur confort, ils sont sociaux. Alors c'est vrai que des fois c'est un petit peu surprenant parce que il y a beaucoup de jeunes, ils questionnent pas leurs parents, comment ils vivaient avant, comment c'était dans leur monde du travail, non, ils sont dans un petit monde de facilité. D'accord. Pas tous, parce que c'est vrai que moi je connais des étudiants qui font leurs études et puis après ils ont comme vous, c'est-à-dire ils étudient le matin et puis l'après-midi ils vont travailler ou ils vont être caissiers, c'est-à-dire dans les supermarchés où ils font du travail. C'est vrai que parce que les parents n'ont pas les possibilités de payer trop les études. Mais ceux-là, on voit, ils se battent, ils s'accrochent. Oui. C'est comme notre ami. Mais vous savez, les deux jeunes filles qui sont venues l'autre jour, c'est ma femme qui les a reçues. Moi, j'avais un rendez-vous, et donc, elle n'était pas comme vous. Elle était un peu surprise parce qu'elles sont arrivées, mais bon, je ne sais pas ce que leurs parents faisaient. Je n'ai pas pensé de demander à ma femme si elle leur avait posé la question, ce que faisaient leurs parents. Mais non, elles n'ont pas pris de notes, elles n'ont pas posé les questions que vous avez posées. C'était un peu surpris. Ma femme était surprise. Elle dit, tiens, on n'avait pas l'impression qu'elle était vraiment motivée à faire... Le projet. Leur projet, voilà. D'accord. Ah, d'accord. En fait, ils ont fait quoi avec votre femme? C'était pour un petit peu ce que vous avez posé, mais elles n'ont pas posé les questions comme vous avez posé les questions. C'est-à-dire, elles n'ont pas abordé le sujet, c'est-à-dire la vie au travail, les heures, comment ça se passait, comment... le but, je pense que c'est ça pour vous. Je pense que ça dépend des
des étudiants, je sais pas. Mais ça, c'est peut-être les étudiants en France, c'est pareil. C'est bon, parce que, si vous voulez, comme elles sont françaises, elles connaissent un petit peu le monde. Elles côtoient, c'est plus facile si leurs parents, si dans leur famille, il y a des ouvriers et tout ça. Donc, elles connaissaient un petit peu déjà un petit peu le système. Voilà. Quoi. Mais... Vous allez y aller et en fait, il y aura un événement à Besançon, centre-ville, le Tour du Monde 80 là. Est-ce que vous connaissez cet événement? Oui, c'est ça, c'est la 80 plats, c'est ça, oui, c'est pour toutes les cuisines, c'est ça, toutes les cuisines du monde. Hein, vous allez y aller? Ah ben je pense, oui. C'est quand ça C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ah ben oui. Vous avez déjà acheté le billet pour y aller? Non, il faudra que... Ah oui, parce qu'il y a le billet, je crois, oui. Oui. Bon, il y a des cuisines malaisiennes, des cuisines malaisiennes, tous. Et ça va se passer, c'est où? Ça, c'est au... Courcelles. Au Cursal, Au Cursal, oui. Ah ben oui, j'en parlerai à ma femme, et puis si on connaît la place, on ira faire un tour. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez me contacter si vous voulez acheter le billet parce que je peux le faire pour vous. Ah, si ça serait très intéressant. Et ça passe quand? Ça, c'est... Quoi? C'est quelle date? Le 28. Ça, c'est, comment on dit, le mercredi et le jeudi. Ah, ben. Il y a des jours, oui. Et vous y serez? Oui. Moi, ça, c'est le jeudi à 18h. Ah oui, c'est jeudi. Oui, jeudi. Ah oui, c'est très bien, oui, ça nous intéresse, oui. En fait, il y aura 4 séances. Il y a des jours, mais dans des jours, il y a des séances. C'est-à-dire, la première séance commence à 18h et la deuxième commence à 21h comme ça. Oui. Et c'est pareil avec l'autre jour aussi, on commence à 18h et après le deuxième, ça commence à 20h ou 21h. Comme ça, oui. Ah oui, c'est très bien, j'en parlerai à ma femme et puis elle vous passera un petit coup de fil. On a votre numéro de téléphone, je crois, oui. Et puis, écoutez, on va parler à ma femme et puis on sera très content de vous accueillir et puis de peaufiner un petit peu, d'approfondir un petit peu toute cette vie professionnelle un petit peu et puis autre chose, un petit peu nos voyages, un petit peu tout ça, quoi. On peut se revoir encore avec cette fois-ci avec votre femme aussi. Oui, et puis ma femme elle sera très contente de vous. Elle est désolée d'être partie, mais comme sa maman est à l'hôpital, et donc oui, c'est comme pour en revenir aussi en France, c'est vrai que c'est pas comme en Malaisie, la France, c'est vrai que quand une personne âgée, c'est-à-dire on la place en maison de retraite. C'est-à-dire qu'une personne âgée, sa maman, elle a 86 ans, mais elle a maintenant elle commence à avoir des difficultés. Et les difficultés, elles tombent, elle est tombée plusieurs fois, c'est les pompiers qui sont venus la ramasser. La voisine, donc on avait les clés, on avait le numéro de téléphone et tout ça, mais elle n'a pas pu nous appeler, donc c'est les pompiers qui sont venus et nous on a été tout de suite après, mais il a fallu l'emmener à l'hôpital et puis donc comme elle a beaucoup de problèmes au niveau de son diabète et tout ça, et donc maintenant, ils sont obligés de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de la mamie, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut la placer, est-ce qu'il faut l'hospitaliser. Bon, là, pour le moment, elle est à l'hôpital, mais après, parce que vous voyez, mettons comme en Malaisie, je pense que c'est vrai que c'est les enfants qui s'occupent des parents beaucoup plus longtemps. Oui, c'est comme ça en Malaisie, oui. C'est notre responsabilité. Oui, c'est ça, oui. Chez nous, en fait, moi aussi, mon père, il était hospitalisé plusieurs fois, donc c'est moi qui s'occupe de lui. Il a des diabètes, il y a plusieurs comment dire, des choses qui sont graves en fait. Des cancers, non, c'est pas cancer, c'est des strokes, c'est pas en français. Je sais pas, c'est-à-dire il a quand il perd comment on dit, capacité pour... Ouais. En fait, il a perdu son souvenir, en fait. Ah, d'accord. Et à ce moment, quand il est attaqué par cette maladie,
dont ils peuvent pas lire, ils peuvent pas lire, Oui. ils peuvent pas, comment dire, rappeler des choses. Ah oui, oui. Mais oui. quand même, il me souvient. Ouais. Il me souvient. Ouais. Ouais. Oh, c'est terrible la vie, ça, c'est vrai que... Mais en France, vous voyez, alors, comment je dirais, c'est vrai que les enfants maintenant, bon, dans la vie professionnelle, nous encore ça va, on est encore là. Ma femme n'est pas toute seule, hein, c'est-à-dire elle a des frères et sœurs qui s'en occupent aussi, hein, de sa maman. Mais c'est vrai que donc, quand on est parti, il faut quand même quelqu'un qui soit là. Mais après, il y a des fois, après ça devient très difficile parce que quand une personne est âgée puis qu'elle est alitée tout le temps, toute la journée, c'est-à-dire que ma femme et puis ses sœurs y vont quand même dans la journée, mais la nuit, une fois que ma femme est partie, si jamais elle tombe, ben, elle est toute seule, quoi. Bien sûr, il y a le numéro de téléphone, il y a maintenant les alarmes, tout ça, mais c'est quand même difficile. Alors pour ça, il faudrait... Mais une personne âgée, vous savez, quand elle est déracinée, si vous l'emmenez vivre avec nous, ou c'est très difficile. Et puis nous, c'est vrai que c'est pas comme en Malaisie, c'est pas comme en Thaïlande, c'est vrai que... C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes très familial, quoi. Que nous, maintenant, bah, c'est vrai que les situations professionnelles, c'est vous faites des études, puis après, vous allez travailler à l'étranger, puis les parents, bah, et alors, bien souvent, bah, peuvent plus revenir, c'est-à-dire vous alors quitter votre profession pour revenir s'occuper de la maman, enfin, c'est difficile, quoi. Enfin, c'est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Bon, la vie n'est pas belle, hein. Oui. Mais enfin, tant qu'on a la santé et puis faut garder la tête sur les épaules et puis avoir toujours dans sa tête être jeune, quoi. Parce que c'est vrai que quand on commence une carrière professionnelle, on dit toujours, oh là, c'est vrai que on a le temps, hein, on dit la retraite, oh là là, c'est pas bien. Puis ben ça, le temps passe vite, très très vite. Une vie, c'est rien. Hein. Une vie, ça passe à une vitesse phénoménale. Hein. C'est pour ça qu'il faut apprécier le temps et puis profiter de tout, puis savoir apprécier sa jeunesse et puis savoir puis les bons moments surtout. On a la chance de pouvoir revenir ici en France. Parce qu'il y a... Mais c'est vrai que... Pardon, je vous ai... c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que pour vous aussi, ça a dû être une coupure, parce que vous êtes... ça fait 2 ans que vous êtes là. Ici, oui. Oui, 2 ans, mais vous êtes retourné quand même, oui. En Malaisie. Oui. On va faire l'étude pour 3 ans ici, et après on va rentrer en Malaisie pour faire le stage pour 1 an, et après on peut commencer à travailler. Et puis vous êtes retourné un petit peu en Malaisie pendant les vacances, non? Oui, je vais rentrer. Ça n'a pas été trop dur de revenir, de quitter un petit peu la famille et puis de revenir, non? Au début, oui, mais maintenant ça va. Ça va, oui. Et puis vous, dans le monde étudiant, vous côtoyez beaucoup de gens, ça a été facile quand même, l'intégration, ça a été pas trop difficile pour vous? Ici en France? Oui, c'est vrai que quand on arrive ici à Besançon, on connaît personne. C'est vrai que... C'est trop difficile pour nous. Franchement dit, pour moi, parce qu'avant on était aussi là, sans appliquer, et il y a beaucoup d'étrangers comme nous, et alors c'est pas si difficile pour nous pour intégrer, mais maintenant parce qu'on est dans la faculté des lettres et on est avec le français, parfois j'ai peur, je suis timide, je ne parle pas avec le français parce que c'est un peu difficile pour moi. Mais en fait, ils sont gentils, mais il faut, comme on dit, approcher, il faut les approcher. C'est vrai que les Français, surtout certaines régions, surtout plus vous montez dans l'est de la France, dans l'est, surtout comme si vous allez en Alsace, par là, tout l'est de la France. Alors
des fois, ils sont comme si vous allez dans le Haut-Jura, vers la frontière suisse, c'est un petit peu les montagnards, c'est un petit peu, vous voyez, ils sont, avant qu'ils vous acceptent, ils sont, voilà, c'est un peu les Français aussi, ça. C'est nous, ce qui a fait ça un petit peu aussi, c'est, on a un passé quand même qui n'est pas très, très, très glorieux, hein, nous, les Français. Vous savez pourquoi? On a fait les colonies, vous savez, l'Asie, tout ça. Quand on parlait, enfin, une partie de l'histoire, l'Indochine et tout ça, hein, c'est le Cambodge, tout ça, c'était français. On n'a pas été très, très sérieux avec les gens. Hein. C'est vrai qu'on a profité, on était des colons, hein, ce qu'on appelle le colon. C'était vrai que on a un passé qui n'est pas très glorieux non plus. Bon, on a apporté peut-être des choses. Parce que quand on a voyagé encore au Laos, on était au Laos, on voit encore des anciens qui parlent un petit peu français, qui ont un petit peu la nostalgie de cette culture française. Mais c'est vrai que bon, il y en a, on n'a pas été... c'est pour ça qu'il faut être assez humble aujourd'hui, c'est vrai que... Comment? Rester humble, ça veut dire ne pas trop être modeste, quoi, savoir faut savoir regarder en arrière ce qu'on a fait et puis faut avancer. C'est vrai qu'on n'est pas toujours faut savoir reconnaître ses erreurs. On a fait des erreurs, nous, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, mais bon, il faut savoir de dire oui, qu'est-ce que j'ai fait, c'est vrai que mais c'est ça qui est bon. Faut savoir, c'est vrai que nous, en France, les Français n'ont pas été très très glorieux partout. Hein, on a une culture, mais bon, c'est vrai que faut savoir reconnaître. Hein, c'est vrai que et c'est pour ça que je vous admire, hein, parce que c'est vrai que ça serait plus facile nous de partir là-bas que c'est vrai que pour vous revenir ici. C'est vrai que le français, c'est pas pour ça. Hein, c'est vrai que oui, il y a certains qui sont gentils. En fait, j'adore pour aller à Bretagne parce que je connais, quand j'ai fait Airbnb, je connais, comment dire, une personne, le propriétaire de Airbnb, il est très très gentil. Il nous apprend comment on fait le galette de Bretagne. Voilà, il est très sympa, on a fait le manger ensemble avec lui. Il est super gentil. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais comme on dit, mes camarades malaisiens on rencontre les personnes âgées français, les jeunes français. Et parfois, on sent que c'est plus facile pour approcher les personnes âgées français que les jeunes français. Oui, c'est exact. C'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est vrai que j'ai une petite nièce là qui a 18 ans, mais elle vit dans un monde. Vous voyez, bon, ses parents sont des gens comme nous, modestes. Enfin, je veux dire. Ils travaillent, les parents travaillent tous les deux, mais ils n'ont pas des situations. À peine arrivée à 18 ans, il fallut qu'elle ait la voiture. Elle ne travaille pas, mais il fallut que les parents payent la voiture. Et puis là, elle veut faire être soignante, hein, c'est-à-dire travailler dans un hôpital. Mais là, bon, elle n'a pas de travail, elle va chercher du travail. Alors, on lui a proposé du travail pour le mois d'avril, mai et juin. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle dit oui, mais au mois de juin, il me faudra 8 jours de vacances. Vous voyez, ils vivent dans un monde. Alors ma femme lui a dit, mais elle dit, tu te rends compte, tu commences, on te propose 3 mois de travailler, et puis toi, tu vas commencer à demander 8 jours de vacances. Mais elle dit, l'employeur, il va dire, écoutez, vous savoir si vous voulez travailler ou pas. Parce qu'ils vivent dans un monde de facilité. Donc c'est pas bien ça. Parce que les parents sont là. Puis il faut dire une chose, c'est un petit peu le tort des parents parce qu'ils l'ont trop gâté, quoi. Ils lui ont donné tout ce qu'elle voulait, quoi. Ah d'accord, en fait je comprends pas. En fait ici la culture, si des enfants qui ont 18 ans,
il doit pas partir en fait pour travailler, pour chercher l'argent lui-même, elle-même. C'est pas obligatoire ici? Donc les parents ne sont pas obligés de lui donner d'argent ou de payer des trucs. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas de travail, elle est chez les parents. Mais vous voyez, elle a le confort quand même, il y a la voiture, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Et puis donc les parents ils lui donnent de l'argent de poche, hein, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas de travail. Mais après, le jour où c'est qu'elle va connaître quelqu'un et puis qu'elle va se mettre en ménage, là elle va comprendre ce que c'est que la vie. Ma femme lui a dit, elle lui a dit, tu sais, la vie, quand tu vas te mettre en ménage avec quelqu'un, tu vas travailler, si tu as des enfants. Là, ça va plus être la même chose. Il faut... C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des parents, on voit beaucoup de jeunes c'est-à-dire qui sont entraînés, qui tournent mal, quoi. Tourner mal aussi bien pour la drogue, aussi bien des choses qui sont terribles, hein, et que les parents ne s'en aperçoivent pas. C'est vrai que c'est vrai que les jeunes, vous les parents, vous comprenez pas, vous vivez dans un monde de vieux, vous êtes, c'est ça. Hein, C'est vrai. Et parfois, on trouve aussi le même cas en Malaisie, avec les jeunes qui ne travaillent pas, qui sont impliqués avec les drogues comme ça. Alors nous, dans ma jeunesse, moi c'était différent parce que mes parents étaient des gens modestes, mais j'étais une enfance magnifique, quoi. J'étais heureux parce que mes parents étaient modestes, mais quand il fallut travailler, mon père m'a dit, écoute, c'est le travail, il faut aller travailler, Puis j'avais pas grand chose, j'avais la bicyclette pour aller au travail. Je faisais 10 km en bicyclette le matin et le soir pour rentrer. J'emmenais ma petite gamelle pour le déjeuner. Et puis, mais bon, c'était des moments heureux, c'était des moments durs, difficiles. Mais c'était que du bonheur. Maintenant, je dis que du bonheur. C'est vrai que moi, je disais aussi à mes parents, ils allaient voir, oh, mais oui, mais vous comprenez pas, vous êtes... Mais oui, mais après, quand on prend de l'âge, on dit, il avait raison. Hein. C'est vrai que... Oui. Il faut savoir écouter, quoi. Ouais. Comme je dis à mes copains, quand on voyageait, là, j'ai dit, il faut savoir regarder, écouter, et puis comprendre, quoi. Comprendre les choses, comprendre... Vous avez encore des parents? Non, ils sont partis, ils sont décédés. Mais enfin, ils sont toujours là, quoi. On a toujours l'impression qu'ils sont jamais partis. Ils sont toujours dans notre cœur. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours un moment dans la journée où il y a toujours une petite pensée. Tiens, mes parents, mon père faisait ça, ma mère faisait ça. Ou des fois, quand ma femme cuisine, il y a des petites odeurs, vous savez, de cuisine. Ma mère faisait ça, ça me rappelle. C'est ça. Dis donc, vous nous avez gâtés. Hein. Comment? Je dis, vous nous avez gâtés, là. Oui. Et là, je sais pas si vous allez aimer ça ou pas. Aussi, ça a l'air d'être bon. Hein. Je vais puis vous redonner la petite... le petit récipient. C'est gentil, hein, vous m'avez bien gâté, hein, c'est gentil. Mais quand ma femme va... On se donnera un rendez-vous et puis comme ça c'est bien, ça nous fera plaisir de vous revoir. Oui. C'est gentil. Autrement, vous avez d'autres questions pour... Non. On est bon. C'est bon. Oui, moi j'ai déjà posé des questions. Vous allez donner votre rapport, c'est pour quand? Ça c'est dans... comment on dit? Dans l'avril. Fin d'avril. Fin d'avril. Ah, bah oui, c'est dans un mois, oui. Il faut faire un dossier, en fait. Et ce dossier, c'est pour... ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir pour
Pour un examen, non, c'est pour... non, c'est pour les notes. Pour les notes? Oui, pour les notes. Il faut faire un dossier. Et ça se passe comment vos études? Ça va? C'est pas trop difficile? C'est un peu difficile pour moi, oui, parce qu'on apprend la langue étrangère maintenant, on fait dans la langue étrangère, et parfois je comprends pas des choses en français. Oui, mais vous parlez quand même bien français, hein, c'est vrai que... Parce que j'ai les deux jeunes filles qui sont venues, là j'ai dit, qu'est-ce qu'elles font? Elles font exactement ces langues, appliquées, ce qu'elles nous ont dit. Oui, alors je leur ai demandé, je dis, vous devez bien parler l'anglais. Ils ne parlent pas beaucoup l'anglais. Hein. J'ai été étonné, hein, c'était langue, ma femme vous le dira ce qu'elles font exactement, mais je sais pas, j'étais un peu étonné, c'est vrai que... Elle doit être dans la même classe que vous, non? Dans les mêmes... Dans la même, je crois, oui. Mais on ne connaît pas, mais je crois, oui. Parce que une fille du groupe, en fait, elle est ma voisine. Ah oui? Ouais, il y a une entre... elle doit parler anglais, mais je pensais qu'elle... surtout, c'est vrai que... nous, on a des sacrés... C'est vrai qu'en France, on n'a jamais été poussé. On n'a pas été... pour apprendre l'anglais. Hein. C'est vrai que même les jeunes aujourd'hui, hein, c'est vrai que on n'est pas tellement... ça évolue quand même. Les jeunes aujourd'hui, les étudiants, tout ça, c'est vrai que ils sont... Mais c'est vrai qu'il y a eu il y a 10-15 ans, hein, l'anglais, à part ceux qui faisaient des études, mais dans le monde ouvrier et tout ça, même... il y a beaucoup de gens qui avaient des diplômes, mais ils ne parlaient pas beaucoup l'anglais. Hein, pas beaucoup, hein. Parce qu'ici, on préfère de parler. On essaie de protéger le français, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'en Malaisie, il faut apprendre aussi l'anglais, parce que l'anglais, c'est notre langue seconde en Malaisie. Seconde, oui. Il faut apprendre. Il faut l'apprendre parce que... parce qu'on apprend l'anglais depuis qu'on avait 7 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans, ouais. Depuis qu'on était petit. Parce que c'est obligatoire pour nous. Parce que c'est la deuxième langue après le malais. C'est déjà dans la constitution. Il faut apprendre l'anglais. C'est en fait, pour moi, de pouvoir apprendre la langue étrangère, c'est une opportunité, en fait c'est la chance, parce qu'on est capable de parler plusieurs langues. Donc il ne me pose pas un problème d'apprendre plusieurs langues. En fait ça me fait plaisir de pouvoir parler. Et puis pour la situation, pour vos projets, tout ça c'est très important, très important. Moi j'avais un collègue là, qui parlait pas quand il est rentré dans l'entreprise à Besançon, là, du Pont de Nemours. Il avait que son diplôme de BTS, et donc il parlait pratiquement pas l'anglais. Et donc il a eu la chance que il a eu un poste où il fallait apprendre l'anglais. Donc on lui a donné des cours, il a fait des stages et tout ça. Mais ça lui a ouvert des portes phénoménales, hein. C'est-à-dire qu'il a quitté la société, puis après il a fini vraiment... c'est vrai que rien que de parler l'anglais, ça lui a ouvert des portes pour sa situation, pour sa carrière, c'était très très important. Mais du coup, il y a des travails qui demandent de travailleurs pour parler plusieurs langues. En fait, c'est vraiment important d'avoir plusieurs langues dans le travail. Ça c'est vrai, dès lors que vous faites un CV, si vous faites un CV, même en tant qu'ouvrier ou tout ça, si vous dites je parle l'anglais, c'est un atout. Ça c'est un atout phénoménal. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui envoient, c'est-à-dire vous allez monter des machines, vous allez partir à l'étranger. C'est vrai que c'est phénoménal. J'ai un collègue là
qui a travaillé avec moi à l'entreprise à Besançon, et puis il travaille en Thaïlande maintenant. Ça fait 17 ans qu'il est en Thaïlande. Il est marié avec il est marié là-bas, il a un petit garçon, et il travaille pour une société française. Mais il fait beaucoup de déplacements, il va beaucoup en Malaisie, il va beaucoup... et donc, il parlait déjà un peu l'anglais. Quand il a trouvé le poste là, et tout de suite, il était pris. Il était... Voilà. Mais c'est bon pour lui. Oui. Bien sûr. Ouais. Mais nous, les Malaisiens, les entreprises demandent les travailleurs pour apprendre le mandarin. Oui, parce que la langue malaisienne, c'est le mandarin, c'est ça, non? C'est comment la langue maternelle? Oui. La langue maternelle, c'est le malais. Le malais, ouais. Mais entre le malais et le mandarin, c'est... Le mandarin, c'est plutôt sur chinois, non? Oui, c'est chinois. En fait, le malais, c'est la langue maternelle. Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences entre le chinois, le thaïlandais, tout ça. Le malais, là, c'est différent. Enfin, il y a une grosse différence. Trop différent. Une grosse différence, c'est l'alphabet. L'alphabet, parce que j'ai des amis thaïlandais. En fait, quand j'étais au lycée, il y a des Thaïlandais en fait, qui habitent en Malaisie. Donc, j'en ai plusieurs. Et après, ils m'ont montré